Il avait 7 ans. Il s'adressait lui-même aux adultes et demandait de l'aide. À l'éducatrice, au policier, à l'institutrice, à chaque fois, on le renvoyait chez lui. Le 3 février 2025, une habitante de Tcherniakovsk, Anastasia Gama, a composé le numéro du poste de permanence. Danila Treklebov, 7 ans, n'était pas rentré chez lui. Tcherniakovsk, une ville tranquille de la région de Kaliningrad, 35 000 habitants. Tout le monde se connaît, la nouvelle s'est répandue en 1 heure. En fin de journée, près de 5 000 volontaires étaient dans les rues. La police, les militaires de la garnison locale, l'association Lisa Alert. Des tracts avec la photo du garçon ont été affichés dans toute la ville avant minuit. Parmi ceux qui ratissaient le terrain se trouvait Sergueï Gama, 42 ans, chauffeur dans une entreprise privée. Le beau-père. Il avançait en groupe avec les voisins, répondait aux consignes des coordinateurs, vérifiait les fossés et les buissons comme tout le monde. Anastasia restait à la maison, recevait les appels, répondait aux questions. La ville se préparait à la relève du matin. Le groupe suivant de volontaires devait partir à l'aube. Danila Treklebov, à ce moment-là, n'était déjà plus en vie. Le beau-père le savait depuis le samedi soir. La mère, depuis le dimanche matin. La déclaration de disparition, les 5000 personnes dans les rues, les tracts, les maîtres chiens, tout n'était qu'une mise en scène. La ville cherchait quelqu'un qu'on ne pouvait déjà plus retrouver vivant. La version s'est effondrée en 3 heures. Convocation pour un interrogatoire, motif, contradiction dans les déclarations de la mère et incohérence dans la chronologie des dernières 24 heures. Gama s'est présenté au commissariat, est resté calme, répondait par monosyllabes. L'enquêteur a consigné les aveux. Danila Treklebov avait perdu la vie le soir du 1er février, dans l'appartement de la rue Rossiyskaya. Gama a indiqué l'endroit, un terrain marécageux en contrebas, derrière la zone industrielle, à 4 km du quartier résidentiel. C'est là qu'il avait transporté un sac de sport. Le groupe opérationnel est parti immédiatement, malgré l'obscurité et les températures négatives. À 5 heures du matin, à l'endroit indiqué, ils ont trouvé ce qu'ils cherchaient, 5000 personnes. Le sac a été remonté d'un plan d'eau peu profond, recouvert d'une fine couche de glace. L'expertise a été ordonnée le jour même. Gama a été placé en garde à vue pour fait relevant de l'article 105, crime de la plus haute gravité. Le convoi l'a transféré au centre de détention provisoire avant l'aube. Le matin du 4 février, Tcherniakovsk a appris que les recherches étaient terminées. Les chaînes Telegram locales ont publié un court communiqué du service de presse du comité d'enquête. Le suspect est arrêté, les circonstances du décès ont été établies. Les volontaires qui se tenaient prêts pour la relève du matin sont rentrés chez eux. L'homme qui, la veille, marchait à leur côté le long de la bande forestière, vérifiait les fossés et répondait aux consignes des coordinateurs, était désormais en cellule. Il savait depuis le début. Il avait participé aux recherches de celui dont il avait lui-même mis fin à la vie. La ville ne comprenait pas encore que la mère était complice de la mise en scène. Le 1er février, un samedi, Anastasia Gama était partie pour son service du soir au point de retrait de commande. Danila était restée dans l'appartement de la rue Rossiyskaya avec le beau-père. Sa sœur de 12 ans se trouvait aussi à la maison ce soir-là, dans la chambre voisine. Gama était assis sur le canapé, son téléphone était déchargé. Il a exigé que Danila lui apporte le chargeur. Danila, 7 ans, a refusé. Selon la version de l'enquête, fondée sur les propres déclarations de Gama, il s'est levé du canapé et a commencé à porter des coups. Puis 35, avec les mains, les pieds, sans objet, à la tête, au torse, au bras. L'élève de première année pesait 23 kilos, Gama près de 90, un rapport de près de 4 contre 1. Les coups ont continué, selon l'estimation des médecins légistes, pendant 10 à 15 minutes. Danila est tombé et a cessé de bouger. Il n'a pas appelé les secours, n'a téléphoné ni à la police, ni à Anastasia. Il a posé Danila sur le lit et l'a recouvert d'une couverture. Il s'est rassis sur le canapé. Un appartement standard, dans un immeuble en panneaux préfabriqués, des murs fins. Les voisins diront plus tard qu'ils n'avaient rien entendu d'inhabituel ce soir-là. Le rapport médical, établi après la découverte de la victime, traumatisme crânien fermé, multiples contusions, hématomes, cause, ensemble de traumatismes portés à la région de la tête. L'expert a noté que certaines lésions présentaient des degrés de cicatrisation différents, ce qui indiquait un caractère systématique. Le motif à l'origine de tout.
Anastasia est rentrée du travail tard dans la soirée. Le 1er février est devenu le dernier jour de Danila Treklebov dans cet appartement. Le matin, Gamma s'est réveillé et s'est approché du lit. Danila ne respirait plus, il n'y avait pas de pouls. Il a vérifié lui-même, selon ses propres déclarations lors de l'interrogatoire. Il n'a pas appelé les secours, il a commencé à agir méthodiquement. Il a sorti du débarras un grand sac de sport, noir, à fermeture éclair. Il a trouvé dans la cour plusieurs briques. Les briques dans le sac pour le lester. Il a chargé le tout dans le coffre de la voiture. Il a attendu que la cour se vide. Un dimanche matin, en février, les gens dormaient. Il est sorti de la ville en direction de la zone industrielle, à 4 km des habitations. Il a trouvé un terrain marécageux en contrebas avec un plan d'eau non gelé. Il a déposé le sac. La profondeur, un peu plus d'1 mètre. Il est rentré en ville, a garé la voiture à sa place habituelle. Anastasia, à ce moment-là, était déjà à la maison. Selon les pièces du dossier, Gamma lui a raconté ce qui s'était passé la veille au soir. Il lui a proposé un plan, déclarer une disparition, attendre 24 heures pour que cela paraisse plus crédible. Et le 3 février, elle s'est adressée à la police. Anastasia a accepté. Ils ont passé toute la journée dans l'appartement à préparer leur version. Ils ont coordonné les détails, il est parti se promener et n'est pas revenu. Ils ont nettoyé l'appartement. Le lendemain matin, Anastasia a appelé le poste de permanence. Sa voix tremblait. L'opérateur le notera dans son rapport. La déclaration a été enregistrée. La mère savait. Elle savait depuis le matin du 2 février. Elle savait quand elle répondait aux questions sur les habitudes de son fils et ses itinéraires. Chaque mot de la déclaration était un mensonge, élaboré par 2 adultes autour de la table de la cuisine. Jusqu'à ce moment-là, Tcherniakovsk connaissait Sergueï Gamma comme un voisin. Le 3 février, il est sorti chercher avec les autres. À 9 heures du matin, devant le bâtiment de l'administration, le premier groupe s'est rassemblé. Environ 300 personnes. À midi, ils étaient plus d'1 millier. Lisa Alert a découpé la ville en cadrans. Chaque groupe a reçu un secteur et un talkie-walkie. La police a mobilisé 6 patrouilles et 2 équipes cynophiles avec des chiens. Les militaires de la brigade stationnés en ville sont sortis au complet. Environ 80 personnes ont ratissé les cours d'immeubles et les entrepôts abandonnés. Des volontaires de Kaliningrad sont arrivés à l'heure du déjeuner. 2 minibus, plus de 20 personnes. Des commerçants ont apporté des thermos de thé et des sandwichs au poste de commandement. La photo, un gilet bleu, un sourire légèrement de travers, était affiché sur chaque poteau du centre-ville. Sergueï Gamma marchait dans un groupe de 6 personnes, inspectait le lotissement de garage de la rue Sportivnaya, regardait dans les bouches d'égout, éclairait avec une lampe torche. L'une des bénévoles se souviendra plus tard dans une interview, « Il avait l'air calme, mais il participait. Je me suis même dit, un homme solide, il tient le coup. » En fin de journée, le nombre de participants avait atteint 5000, un habitant sur 7. Les équipes de recherche ont travaillé jusqu'à la tombée de la nuit, certaines avec des lampes torches. Gamma est rentré chez lui vers 20 heures, comme tout le monde. Il s'est couché. À 4 km de la ville, dans un terrain marécageux en contrebas, sous une fine couche de glace, reposait un sac de sport noir. Le 6 février, Tcherniakovsk a enterré Danila Treklebov. Le cercueil a été porté de la maison au cimetière, 1,5 km à pied. Le long de la rue Gagarine, plusieurs centaines de personnes accompagnaient le cortège. Les gens se tenaient le long de la route en silence. Certains portaient des ballons blancs. L'école numéro 5 a annulé les cours. Les camarades de classe ont déposé devant l'entrée des peluches et des bougies. Le mémorial spontané est resté en place jusqu'à la fin du mois de février. Le maire de Tcherniakovsk, Sergueï Boulitchev, s'est exprimé devant les caméras. L'administration a failli quelque part. La crèche, l'école, les voisins, les habitants, c'est notre drame collectif. Danila n'a pas atteint son 8e anniversaire d'1 semaine. Sa date de naissance, le 13 février. Dans le placard, les enquêteurs l'ont trouvé lors de la perquisition de l'appartement. Le même jour, une pétition est apparue sur la plateforme change.org, exigeant un durcissement de la législation contre les violences domestiques. En 24 heures, 8000 signatures. En fin de semaine, plus de 23 000.
La pétition a été adressée à la Douma d'État et au Conseil de la Fédération. Le gouverneur Alexei Besprosvanich a exprimé ses condoléances et ordonné une vérification du travail des services de tutelle. Le parquet a ouvert une enquête parallèle sur les actions de la police et des services sociaux. La ville qui, 3 jours plus tôt, ratissait les bandes forestières, se tenait désormais au cimetière. Sergueï Gamma se trouvait en détention provisoire. Anastasia Gamma était encore en liberté. Les ecchymoses étaient fraîches, violacées, aux contours nets. Elles ne ressemblaient pas à de simples éraflures. En mars 2024, l'éducatrice de la maternelle que fréquentait Danila les a remarquées sur ses bras et son cou. Elle en a informé la directrice, qui a appelé la police le jour même. 2 agents, l'agent de secteur et l'officier d'enquête préliminaire, ont procédé à un examen, consigné les lésions, pris des photos, puis ont parlé avec Danila seul à seul dans le bureau de la directrice. Danila, alors âgé de 6 ans, a répondu aux questions. Ce qu'il a dit exactement est consigné dans le procès-verbal d'audition, versé au dossier de vérification. Le contenu de ce procès-verbal deviendra déterminant 2 ans plus tard au procès. Ensuite, les policiers se sont rendus chez la mère. Anastasia Gamma s'est présentée au commissariat, a écouté l'officier d'enquête, a regardé les photos. On lui a proposé de déposer une plainte. Elle a refusé. Elle a expliqué que les ecchymoses provenaient de jeux dans la cour, que Danila était un enfant remuant qui tombait souvent. Les policiers ont consigné le refus par écrit. Ils ont rédigé un rapport « Famille sans difficulté ». Aucun motif de suivi complémentaire identifié. Le dossier a été classé et archivé. Danila a été renvoyée dans sa famille. L'éducatrice n'a plus jamais rappelé. Elle a estimé avoir fait tout ce qu'elle pouvait. La fin de l'année scolaire. 6 mois plus tard, il est entré en première année. Les ecchymoses ont continué d'apparaître jusqu'à la fin de l'année scolaire. 6 mois plus tard, il est entré en première année. Sergueï Gamma est apparu dans la vie d'Anastasia à l'automne 2023. Ils se sont rencontrés par des connaissances communes. 2 mois plus tard, ils ont emménagé ensemble. Gamma a emménagé dans l'appartement d'Anastasia, rue Rossiyskaya, où elle vivait avec ses 2 enfants, un fils de 7 ans et une fille de 12 ans issue d'un premier mariage. Il travaillait dans une entreprise de logistique privée, avec un rythme de 2 jours travaillés, 2 jours de repos. Anastasia avait 30 ans. Elle travaillait comme opératrice dans un point de retrait de commandes d'une marketplace, en horaire décalé. Selon les pièces du dossier pénal, les sévices systématiques ont commencé pratiquement dès le début de la cohabitation. L'enquête a établi la période de septembre 2023 à février 2025, 1 an et demi. Les 2 enfants, Danila et sa sœur aînée, étaient soumis à des violences régulières, avec les mains et les pieds, parfois avec une ceinture. Les prétextes étaient domestiques. Ils n'avaient pas rangé la chambre, pas fait la vaisselle, parlé trop fort. En outre, l'enquête a établi des privations d'eau. Gamma leur interdisait de boire pendant plusieurs heures en guise de punition. Il les intimidait, menaçait de les placer en foyer, les forçait à rester à genoux dans un coin, parfois pendant 1 heure. Anastasia, selon l'accusation, y participait à part égale. Dans certains épisodes, elle a elle-même eu recours à la violence. Les voisins du palier entendèrent des cris provenant de l'appartement, mais les attribuaient à des affaires de famille ordinaires. L'une des voisines, Tatiana, déclarera aux enquêteurs « J'entendais des pleurs, mais ça s'arrêtait vite. Je pensais que c'était des caprices d'enfants. » 1 an et demi, 18 mois, 2 mineurs, et une mère qui laissait faire. Le 1er septembre, le matin, un uniforme neuf, un cartable neuf, la cérémonie de rentrée dans la cour. Tcherniakovsk. Danila s'est assis à la 3e table près de la fenêtre. L'institutrice, désignée dans les pièces du procès sous l'initiale N, a accueilli 26 élèves de première année. Dès la première semaine, elle a remarqué des traces sur la peau de Danila, des ecchymoses sur le cou, allongées comme des empreintes de doigts, sur le visage, sous l'œil et sur la pommette, sur les bras, au-dessus du coude et sur les avant-bras. Les traces apparaissaient régulièrement, les anciennes jaunissaient, tandis que de nouvelles survenaient. Parfois, Danila arrivait en col roulé à manches longues. Dans une salle de classe chauffée, cela paraissait étrange. L'institutrice s'est adressée à la directrice adjointe, la directrice adjointe au directeur, et le directeur a recommandé de surveiller la situation. L'école n'a adressé aucune démarche officielle à la police ni au service de tutelle. Pas de note de signalement,
pas d'appel à la ligne d'urgence, pas de demande d'intervention de l'agent de secteur. L'institutrice a continué à consigner les faits en prenant des notes dans son agenda personnel. Selon ses propres déclarations au procès, Danila se comportait calmement, exécutait ses exercices avec application. Il ne se plaignait pas à ses camarades, mais l'institutrice l'a dit en toutes lettres. Il y avait des conversations en tête-à-tête dans la salle de classe, après les cours, quand ils restaient seuls tous les deux. Le contenu de ces conversations fera l'objet d'un interrogatoire au tribunal. En mars 2026, l'école savait. La direction de l'école savait. L'information avait été consignée, mais pas transmise plus loin. Aucune instance n'a été saisie. Aucun appel n'est parti de l'école numéro 5. Ni vers la tutelle, ni vers le numéro d'aide à l'enfance. Danila a continué de venir en cours avec de nouvelles traces jusqu'à la mi-décembre. D'après le règlement intérieur, en cas d'absence d'un élève pendant plus de 3 jours, le parent est tenu de fournir un certificat médical. Anastasia ne l'a pas fourni. L'école n'a pas insisté. Le 13 décembre 2024, Danila Treklebov n'est pas venue à l'école. L'institutrice a noté l'absence dans le registre. Le lendemain, de nouveau absent. Au bout de 3 jours, l'institutrice a appelé. La mère a répondu « Cote 4 ». L'institutrice a noté la réponse et a continué à faire cours. Semaine 3, Danila ne réapparaissait pas. L'institutrice a rappelé encore 2 fois. Fin décembre et mi-janvier, les 2 fois, Anastasia a donné la même réponse. Cote 5. Pas une seule fois en 7 semaines, quelqu'un de l'école ne s'est déplacé au domicile de la famille Gamma. Ni la directrice adjointe, ni l'assistante sociale scolaire, ni le directeur. Personne n'a signalé la situation à la commission compétente. En décembre 2024, Sergueï Gamma a fracturé le bras de la sœur de Danila, âgée de 12 ans. Fracture du radius de l'avant-bras droit, fermée, avec déplacement. Le motif, selon les déclarations de la sœur aux enquêteurs, elle n'avait pas lavé son assiette après le dîner. Gamma l'a attrapée par le bras et l'a tordue violemment. Anastasia était à la maison, elle a vu la scène et n'a pas appelé les secours. Pendant près d'1 mois, la sœur a vécu avec un bras fracturé, sans plâtre, sans antidouleur, sans radiographie. Anastasia l'a bandé avec une bande élastique de la trousse de secours. La fille a continué d'aller à l'école. Une autre école, pas la numéro 5. Elle écrivait de la main gauche. Les enseignantes ont remarqué le bandage et ont posé des questions. Le 12 janvier 2025, Anastasia a finalement emmené sa fille aux urgences. La radiographie a montré une fracture en cours de consolidation incorrecte. Le médecin a consigné « ancienneté de la blessure ». Au moins 3 semaines. Il a demandé pourquoi la consultation avait été retardée. Anastasia a répondu « cote 7 ». Le 13 janvier, la sœur a été hospitalisée, on lui a posé un plâtre. Dans le dossier médical, il était inscrit « cote 8 ». Le personnel médical n'a pas prévenu la police, n'a pas alerté les services de tutelle, n'a pas mis en doute la version de la mère, malgré le délai de 3 semaines et la nature de la fracture. La sœur est restée hospitalisée 5 jours, puis est retournée dans le même appartement. 19 jours après sa sortie, Danila Treklebov a perdu la vie. 6 points sur une même ligne et chacun aurait pu être le dernier. Septembre 2023. Gamma emménage dans l'appartement. Les sévices commencent. Le système ne sait rien. Personne n'a signalé. Mars 2024. L'éducatrice de la maternelle remarque les ecchymoses, appelle la police. Tout le monde vient, constate. La mère retire la plainte. Rapport, cote 9, premier point manqué. Rentrée 2024. Danila en première année. L'institutrice voit les ecchymoses, pas un appel à la police. Deuxième point. Le 13 décembre, Danila cesse d'aller à l'école. Y a-t-il eu des signalements? Oui, chacun a constaté. Mais aucun n'a mené l'affaire à son terme. Et le 7 février 2025, 24 heures après les obsèques, les enquêteurs sont venus chercher Anastasia. Le mandat d'arrêt a été délivré par le tribunal de Tcherniakovsk. Chef d'accusation. Article 156 du Code pénal de la Fédération de Russie. Manquement aux obligations d'éducation accompagné de mauvais traitements. Et article 160. Violence sur mineurs. Période. De septembre 2023 à février 2025. L'enquête a qualifié les actes d'Anastasia comme commis conjointement avec Gamma, privation d'eau, intimidation systématique, selon les témoignages des voisins, participation aux violences,
selon les déclarations des mineurs. Lors de son premier interrogatoire en qualité d'accusée, Anastasia a adopté une position ambivalente. Quote 10. Et elle a prononcé aussitôt la phrase que toutes les chaînes fédérales citeront. Cote 11. Désormais, les deux se trouvent en détention, dans le même bâtiment, séparés par un mur. Le dossier contient un document clé, la signature d'Anastasia au bas du refus de plainte. Mars 2024. Le couloir de l'appartement de la rue Rossiiskaya. L'agent de secteur et l'officier d'enquête étaient venus après l'appel. Danila avait déjà été interrogée à la maternelle, dans le bureau de la directrice. Anastasia les a laissés entrer calmement. Ils ont fait le tour de l'appartement, propre, des provisions dans le réfrigérateur. Danila avait son propre lit. Dans un coin, une caisse de jouets. Sans plainte du représentant légal, l'enquête préliminaire au titre de l'article 116 ne pouvait pas être engagée d'office. Anastasia a refusé. Elle a déclaré « Quote 12 ». Après le décès de Danila Treklebov, le comité d'enquête a ouvert une procédure pénale parallèle pour négligence de fonctionnaire. Article 293 du Code pénal de la Fédération de Russie. Les personnes mises en cause, les agents de police intervenus lors de la vérification en mars 2024, les services éducatifs et de santé ayant été en contact avec la famille Gamma. Alexandre Bastrykine a chargé le chef de la direction régionale de Kaliningrad de lui rendre compte personnellement de l'avancement de l'enquête. Cette instruction a été donnée publiquement lors d'une réunion. Le parquet de Kaliningrad a ouvert une inspection sur les actions du service des affaires des mineurs du commissariat de Tcherniakovsk. Le résultat est classé confidentiel. Seul le fait de son existence a été rendu public. En mars 2026, 13 mois après l'ouverture de la procédure, l'affaire de négligence n'est pas close. Aucun policier n'a été mis en cause. L'agent de secteur qui a rédigé le rapport « Famille sans difficulté » continue de travailler dans le même service. L'officier d'enquête qui a enregistré le refus de la mère a été muté dans un autre secteur à sa propre demande. Pas dans le cadre d'une procédure disciplinaire. Le directeur de l'école numéro 5 est parti à la retraite en juin 2025. Le médecin des urgences de Tcherniakovsk n'a pas signalé la fracture suspecte. Début 2026, l'affaire de Sergueï et Anastasia Gamma a été transmise au tribunal régional de Kaliningrad. La compétence a été déterminée par la gravité des charges. Le juge président. Evgueni Bykov, plus de 15 ans d'expérience. Spécialisation, crimes graves et particulièrement graves. Les audiences ont débuté en janvier. Le procès est à huis clos pour les parties concernant les mineurs. Les auditions de témoins sont publiques, la presse est admise. Gamma était amenée du centre de détention provisoire sous escorte, menottée. Anastasia du quartier pour femmes du même centre de détention, tous deux en vêtements civils. Gamma était resté silencieux lors des premières audiences, usant de son droit de ne pas témoigner. Anastasia répondait brièvement. Son avocat contrôlait chaque phrase. L'accusation a cité 32 témoins. L'institutrice, la directrice adjointe, le directeur de l'école, le médecin des urgences, le coordinateur de Lisa Alert, la grand-mère maternelle de Danila. Chaque audition suivait le même schéma. Qu'avez-vous vu? Quand l'avez-vous vu? Qu'avez-vous fait? Et pourquoi n'avez-vous pas fait davantage? Les journalistes de Novaya Gazeta, Commerçant et TASS prenaient des notes sténographiques. Des extraits des interrogatoires paraissaient dans les publications le soir même. Tcherniakovsk suivait l'affaire via les chaînes Telegram et les groupes locaux. De nouveaux extraits. Le tribunal déroulait méthodiquement la chaîne, maillon après maillon. En mars 2026, l'institutrice, professeure principale du CE1B de l'école numéro 5, a été appelée à la barre des témoins. Elle a 38 ans, 14 ans d'ancienneté dans l'enseignement. Elle enseigne à Tcherniakovsk depuis 2012. Le procureur a commencé par une question directe. « Quand avez-vous remarqué pour la première fois des traces sur Danila ?» L'institutrice a répondu « En septembre, au cours de la 2e semaine de classe, des ecchymoses sur le cou, allongées, semblables à des empreintes de doigts, puis sur le visage, sous l'œil droit, ensuite sur les bras. Elles apparaissaient régulièrement à intervalles de quelques jours. Le procureur a demandé si elle avait consigné les faits. L'institutrice a confirmé, elle avait pris des notes dans son agenda personnel avec les dates et les descriptions. L'agenda a été saisi.
Puis la question sur les mesures prises, elle en avait informé la directrice adjointe qui avait transmis au directeur. Le procureur a demandé « Avez-vous contacté la police vous-même » Non. La ligne d'urgence ? Non. Elle estimait avoir signalé à sa hiérarchie et que cela suffisait. À la question du juge sur l'obligation du pédagogue de signaler les signes de mauvais traitement, l'institutrice a répondu « Je connaissais cette obligation dans les grandes lignes, mais je pensais que c'était du ressort de l'administration. » L'audition a duré 40 minutes. L'institutrice parlait d'une voix égale, le regard fixé droit devant elle. Le procureur consignait, puis a lu un extrait du procès-verbal. Danila disait explicitement « L'institutrice a confirmé ses propos. Elle a confirmé qu'elle les avait entendus. Elle a confirmé que Danila désignait le beau-père par son prénom, Cote 17, et décrivait des épisodes précis. Des coups à la tête, dans le dos, les stations à genoux. Le procureur a lu la date de la première conversation de ce type, le 14 octobre. 2 jours avant qu'il cesse de venir à l'école, 2 mois au minimum, 8 conversations. Un élève de première année venait trouver un adulte et décrivait ce qu'on lui faisait, avec de nouveaux détails à chaque fois. L'institutrice écoutait, notait dans son agenda, transmettait à la directrice adjointe au directeur, et tous les autres, à personne. Danila faisait la seule chose qu'il pouvait faire. Il parlait, il s'adressait à l'adulte en qui il avait confiance, il décrivait ce qui se passait, concrètement, avec des détails. Dans la salle d'audience, le silence s'est installé. Le juge Bikoff a retiré ses lunettes et les a posées sur la table. Il a levé les yeux vers l'institutrice et posé la question que toute la salle retiendra mot pour mot. Cote 18, Cote 19, silence. L'institutrice était assise à la barre des témoins, les mains sur les genoux. Elle a regardé le juge. « Je ne peux pas répondre à cette question. » Bikoff a répété, plus lentement, « Vous entendez les mots précis d'un élève de première année qui vous dit qu'on le bat chez lui. Vous les consignez dans votre agenda. Et vous n'appelez pas la police. Vous n'appelez pas les services de tutelle. Vous n'appelez pas. Pourquoi ? J'ai informé ma hiérarchie. J'estimais que c'était suffisant. » Bikoff a inscrit la réponse au procès-verbal. L'avocat des accusés n'a posé aucune question. Le procureur non plus. L'audition était terminée. L'institutrice a été autorisée à se retirer. Elle s'est levée et passée devant le box vitré où se trouvait Gamma, devant le banc où était assise Anastasia. Elle est sortie par la porte latérale. Le journaliste du Commerçant a publié l'extrait le soir même. Il sera repris par toutes les chaînes fédérales en 24 heures. Selon une chaîne Telegram locale, le même soir, elle a été aperçue au restaurant Starry Zamok, rue Lénine. Elle fêtait l'anniversaire d'une amie. L'audition s'est terminée à 14h30. Le restaurant à 19h. Entre ces 2 points, 5 heures. Mars 2024. Bureau de la directrice de la maternelle. L'officier d'enquête est assis face à Danila Treklebov, 6 ans. Procès verbal d'audition, formulaire standard. Questions-réponses. Danila parle, l'officier note mot pour mot. Le procès verbal est versé aux pièces de la vérification. Enregistré, numéroté, conservé dans les archives du commissariat de Tcherniakovsk. Danila Treklebov, 6 ans, est venu devant un représentant de l'État et a tout dit. Il a nommé le responsable, décrit les actes, indiqué leur régularité, demandé de l'aide de la seule manière qu'il connaissait. On l'a écouté, on a tout noté, on s'est rendu chez la mère. Et là, tout s'est arrêté parce que la mère a refusé de porter plainte. Le dossier a été classé, Danila a été renvoyé chez lui. Ce procès-verbal d'audition est le seul document de toute la chaîne où Danila s'est exprimé avec ses propres mots. Pas par l'intermédiaire de l'éducatrice, pas par l'intermédiaire de l'institutrice, directement face à l'État. Sur un document officiel portant la signature de l'officier d'enquête. À l'automne, il dira la même chose à l'institutrice. Elle le notera dans son agenda. En décembre, il cessera de venir à l'école. Personne ne vérifiera. La fille sera amenée à l'hôpital avec un bras fracturé. Le médecin n'appellera pas la police. Le 1er février, 35 coups. Danila Treklebov a fait tout ce qu'il pouvait. Chacun a constaté. Aucun n'a mené l'affaire à son terme. Le procès-verbal contenant ces paroles figure dans les pièces du dossier. Tome 4, feuillet 117. Qu'en pensez-vous ? Écrivez-le en commentaire. Mettez un like. Abonnez-vous à notre chaîne. À bientôt.
Le 10 juillet 2012, à l'étang de Seversky, à Polevskoïe, 2 pêcheurs ont remarqué quelque chose qui s'était échoué sur la rive. Au début, ils ont pensé à des déchets, un morceau de bois, un bout de tissu. Ils se sont approchés et ont posé leur canne à pêche. Ce qui avait été rejeté sur la rive était enveloppé d'une lourde chaîne en métal. Plusieurs tours autour du cou, plusieurs autour du torse. La chaîne était serrée fermement, enroulée avec une intention manifeste, que cette découverte coule au fond et y reste pour toujours. Mais en raison de processus naturels, elle a fini par remonter à la surface. Et le courant l'a portée jusqu'à la rive opposée de l'étang. L'état était grave. Le séjour prolongé dans l'eau avait rendu l'identification pratiquement impossible. Le visage, les mains, rien n'était identifiable. La seule chose relativement préservée, c'était les vêtements. Et c'est précisément grâce à eux qu'on parviendra plus tard à établir l'identité de la personne retrouvée ce jour-là. Polevskoïe est une petite ville de l'oblast de Sverdlovsk, quelques dizaines de milliers d'habitants. L'entreprise principale est l'usine de tubes de Severskaïe, autour de laquelle, en fait, toute la ville s'est construite. Un endroit calme et fermé, où tout le monde se connaît. Et voilà que sur cet étang, où les gens se promènent en famille, où l'on pêche le week-end, où l'on se baigne en été, une telle découverte. Les pêcheurs ont appelé la police. Une patrouille est arrivée, le périmètre a été bouclé. Mais pour comprendre qui a été retrouvé ce jour-là, il faut revenir 5 jours en arrière, quand une femme nommée Lyudmila n'est tout simplement pas venue travailler. Le 6 juillet 2012, Lyudmila Kourianova ne s'est pas présentée à son service de taxi. Elle avait 60 ans et travaillait tous les jours, sans repos, sans absence, sans exception. Elle prenait le volant de sa propre voiture tôt le matin et partait en course. Qu'elle ne se présente pas sans prévenir personne, cela n'était jamais arrivé depuis qu'elle avait commencé à travailler. Ses proches se sont inquiétés vers midi. D'abord, ils ont appelé. Le téléphone ne répondait pas. Rien. Puis, ils se sont rendus chez elle. La porte était fermée, la cour était vide, la voiture n'était plus là. Aucun mot, aucune trace de départ précipité, pas le moindre indice. Et c'est à partir de ce moment que les recherches ont commencé. Igor, le fils aîné de Lyudmila, accompagné de son frère, a fait le tour des garages les plus proches. Il a parcouru le quartier résidentiel, rendu visite à des connaissances, à d'anciens collègues de l'usine, interrogé les voisins. Personne n'avait rien vu, personne n'avait rien entendu. Lyudmila semblait s'être volatilisée. Dans un endroit où tout est visible, où chaque visage est familier, cela semblait impossible. Une femme ne pouvait pas simplement disparaître sans laisser de traces. Et pourtant, c'est exactement ce qui s'est passé. Et à ce moment-là, ni Igor ni son frère cadet ne savaient encore que la découverte à l'étang de Seversky, 4 jours plus tard, serait leur mère. Ils espéraient encore, croyaient encore qu'elle était quelque part, qu'il y avait eu une erreur et qu'elle reviendrait. Mais il y avait une personne qui savait exactement où se trouvait Lyudmila la veille au soir. Et cette personne gardait le silence. Une partie de sa vie, Lyudmila l'avait passée comme comptable à l'usine de tubes de Seversky, l'entreprise principale de Polevskoïe. Y travailler était considéré comme un emploi stable et fiable. Elle maîtrisait les chiffres, les documents, la comptabilité. À l'usine, ses collègues l'appréciaient. Ils la décrivaient comme calme, soignée, elle n'avait de conflit avec personne. Mais à un moment donné, elle a été licenciée dans le cadre d'une réduction d'effectifs. Et en 2010, son mari est décédé. 2 coups durs l'un après l'autre, son emploi et l'homme avec qui elle avait vécu des dizaines d'années. Lyudmila s'est retrouvée seule. Ses 2 fils adultes, Igor et son frère cadet, vivaient séparément, chacun avec sa propre famille. Ils venaient à lui rendre visite, mais au quotidien, elle était livrée à elle-même. Sa retraite ne couvrait pas les dépenses, et rester sans rien faire lui était impossible. C'était une femme qui avait passé sa vie entière à travailler, à se sentir utile, à avancer. Alors elle a pris une décision. Elle avait sa propre voiture et Lyudmila s'est lancée dans le taxi. Chaque matin, au volant, en course. Pour une femme de 60 ans, c'était un choix difficile, mais elle s'en sortait. Elle gagnait sa vie, ne dépendait de personne, tenait debout. Ses proches se souviennent. Maman était une femme bienveillante. Elle aimait la vie. Elle chérissait ses petits-enfants, elle refusait de baisser les bras. Et c'est précisément dans le taxi que Lyudmila a rencontré la personne qui allait tout changer et tout interrompre.
Parmi les chauffeurs de taxi de Polevskoï, il y avait un homme du nom de Vassili. Plus âgé que Lyudmila, il travaillait lui aussi avec sa propre voiture. Selon ceux qui le connaissaient, il était charmant, bavard, capable de mettre les gens à l'aise. Dans une petite ville, les chauffeurs de taxi se connaissent tous. Ils se croisent aux stations, échangent quelques mots entre deux courses, partagent leurs itinéraires. C'est ainsi que Lyudmila et Vassili ont commencé à se fréquenter. D'abord sur un plan professionnel, puis de plus en plus proche. Des services en commun, des trajets partagés, des conversations autour d'un thé à la station. À un moment donné, cela s'est transformé en relation. Mais il y avait un détail qui, dès le départ, rendait cette histoire compliquée. Vassili était marié. Il avait une famille, une maison, un quotidien bien établi, une femme, des fils adultes. Pour son entourage, c'était un homme de famille, fiable, solide. Et Lyudmila est devenue sa vie parallèle, un secret que sa femme ne devait jamais découvrir. Il venait chez elle, passait du temps, puis repartait dans sa famille. Vu de l'extérieur, cela ressemblait à une liaison ordinaire, quelque chose de tendre. Mais Lyudmila a assez vite senti que quelque chose n'allait pas avec Vassili. Elle n'en parlait pas ouvertement, ne se plaignait pas à ses connaissances, mais elle s'est tout de même confiée à une personne, à sa sœur. Elle lui a dit franchement, elle avait peur de lui. Selon Lyudmila, Vassili aurait eu des antécédents judiciaires. Elle n'a pas précisé pour quel fait exactement, mais le simple fait qu'elle l'ait dit à voix haute en dit long. Lyudmila n'était pas du genre à exagérer ou à dramatiser sans raison. Si elle l'a dit à sa sœur, c'est qu'elle avait vraiment peur. Et ici se pose une question que beaucoup d'entre vous se poseront certainement. Si elle avait peur, pourquoi n'est-elle pas partie? Pourquoi continuait-elle à le voir? À le laisser entrer chez elle, dans sa vie? La réalité est probablement moins simple qu'il n'y paraît. Une petite ville, la perte de son mari, la solitude, l'âge. Quand on a 60 ans et qu'on a enterré la personne avec qui on a partagé toute sa vie, le moindre semblant de proximité semble précieux, même si cette proximité est source d'angoisse. Et surtout, Vassili n'était pas le genre d'homme qu'on quitte facilement. Il existe un type de personnes qui savent retenir l'autre non par la tendresse, mais par la pression. Non par des menaces directes, mais par le sentiment que vous dépendez d'eux. D'autant plus à Polevskoï, où tout le monde se connaît, et où partir ne signifie pas simplement fermer une porte, mais reconstruire toute sa vie. Lyudmila pensait probablement qu'elle gérerait, que c'était juste son caractère, une rudesse masculine. Rien de grave. Mais très bientôt, elle sortirait un matin de chez elle pour découvrir que sa voiture, sa seule source de revenus, n'était plus là. Lyudmila vivait dans une maison individuelle en périphérie de Polevskoï, non loin de l'étang de Seversky. Un quartier calme, des maisons de plain-pied, des clôtures, des potagers, des chemins de gravier. En été, de la verdure et du silence. Le soir, on n'entendait que les oiseaux. En hiver, de la neige jusqu'à la taille et de la fumée s'échappant des cheminées. Dans la cour, il y avait une niche. Autrefois, un berger allemand y vivait, imposant, puissant, attaché à une solide chaîne. Mais à cette époque, le chien était déjà mort. La niche était restée vide, et la chaîne y pendait toujours, lourde, métallique, avec de gros maillons. Personne ne l'avait enlevée, emportée ou jetée. Elle faisait simplement partie de la cour, comme la clôture, comme le portillon. Lyudmila continuait à vivre ici, seule. Le matin, elle partait travailler. Le soir, elle rentrait et fermait le portail. Ses fils venaient le week-end, parfois avec les petits-enfants. Les enfants couraient dans la cour, jouaient près de la niche. Elle menait une vie calme et régulière. De chez elle à l'étang, il n'y avait que quelques minutes à pied. Un sentier à travers le quartier résidentiel, le long des clôtures, et on arrivait déjà sur la rive. En été, on y pêche, on s'y promène. En hiver, c'est désert, personne. Cette proximité entre la maison et l'eau et cette chaîne sur la niche vide dans la cour, retenez ces deux détails, parce que tous les deux reviendront dans cette histoire, et le contexte dans lequel ils réapparaîtront sera tout autre. Le 5 juillet 2012, le voisin de Lyudmila était dans sa cour. Une soirée d'été ordinaire. Il faisait chaud, la journée avait été longue, aucune agitation. À un moment donné, il a entendu une voiture se garer devant la maison de Lyudmila. Les portières ont claqué, 2 personnes sont descendues, Lyudmila et un homme.
Plus tard, le voisin dira que c'était Vassili, il l'avait déjà vu auparavant. Puis des voix qui montaient, pas des cris, pas une dispute violente, mais une conversation clairement tendue. Impossible de comprendre de quoi il s'agissait exactement. La clôture, la distance, les bruits du soir. Après tout, un couple qui se dispute, ce n'est pas rare dans les quartiers résidentiels. Tout le monde entend tout, et tout le monde a pris l'habitude de ne pas s'en mêler. Il a fini ses grillades, est rentré chez lui et s'est couché. Et le lendemain matin, Lyudmila n'était plus là. La maison fermée, le silence, aucun mouvement. Le voisin ne s'est pas inquiété non plus à ce moment-là, elle était peut-être partie quelque part. Mais ensuite, des proches sont arrivés, les questions ont commencé, et c'est seulement alors qu'il s'est souvenu, le soir du 5, elle était chez elle avec Vassili. Et quelque chose se passait entre eux. C'est un détail clé dans toute cette affaire. Mais son témoignage ne prendra véritablement tout son sens que 13 ans plus tard, dans des circonstances que personne n'aurait pu prévoir. Lorsque l'enquête a commencé à travailler sur la découverte à l'étang, l'une des premières questions a été « D'où venait cette chaîne ?» Ce n'était pas une chaîne industrielle, ni de chantier, ni de quincaillerie. Par le type de maillon, la longueur, les marques caractéristiques d'usure, elle correspondait à une chaîne pour chien. Et cette chaîne était simplement là, dans la cour, accessible à quiconque connaissait les lieux. En l'occurrence, une seule personne en dehors de Lyudmila elle-même. L'enquête a tiré ses conclusions. Le drame s'était très probablement produit directement sur la propriété, dans la cour ou à l'intérieur. La chaîne avait été retirée de la niche, utilisée sur place, puis l'étang. Quelques minutes à pied à travers le quartier résidentiel. La nuit, dans un quartier sans caméra ni éclairage, où les rues sont désertes après 22 heures, cela pouvait être fait sans être vu. La logique des événements se dessinait clairement. L'enquête comprenait où cela s'était passé, comprenait avec quoi la dépouille avait été enveloppée. Restait la question principale. Qui ? Et le suspect était évident. La personne vue chez Lyudmila le soir du 5 juillet. La personne qui avait accès à sa cour, la personne dont elle avait peur. Peu avant la disparition de Lyudmila, sa voiture avait brûlé. Pour une personne ordinaire, c'est un sérieux problème. Pour un chauffeur de taxi, c'est une catastrophe. La voiture était sa seule source de revenus. Sans elle, Lyudmila ne pouvait plus prendre la route. Elle ne pouvait plus gagner sa vie, payer ses factures ni subvenir à ses besoins. On n'a jamais identifié l'auteur de l'incendie. Une plainte a été déposée, une vérification a été menée, mais l'enquête n'a rien donné. Ni témoin, ni caméra, ni piste. Dans une petite ville, ce genre de choses, d'habitude, quelqu'un les voit. Mais dans ce cas, le silence. Et voilà que Lyudmila s'est retrouvée totalement démunie. Sans son mari, il était décédé 2 ans plus tôt. Sans emploi à l'usine, licencié lors d'une réduction d'effectifs. Et maintenant sans voiture, 60 ans, seule, dans une maison individuelle en périphérie de la ville. Mais elle ne s'est pas effondrée, elle n'a pas attendu qu'on l'aide, n'a pas demandé à ses fils. À la place, elle a pris une décision, contracter un crédit, environ 200 000 roubles. L'objectif était simple, acheter une nouvelle voiture et reprendre le taxi. À ce moment-là, cela ressemblait à l'acte d'une femme forte. Une femme que la vie frappe encore et encore, mais qui se relève et agit. Mais ces 200 000 roubles allaient en jouer un tout autre rôle dans cette histoire. Acheter une voiture d'occasion et reprendre le travail. Lyudmila a souscrit le crédit et a reçu l'argent en main propre. Mais ensuite, quelque chose d'étrange s'est produit. Elle n'a jamais acheté la voiture. L'argent a disparu, pas en partie, pas petit à petit. La somme entière s'est tout simplement volatilisée. Qu'en avait-elle fait ? À qui l'avait-elle donné ? Ou qui le lui avait pris ? À cette époque, le dossier ne contenait aucune réponse à cette question. Les proches de Lyudmila diront plus tard qu'ils ne comprenaient pas où était passé l'argent. La voiture n'avait pas été achetée. Aucun achat important n'avait été fait. Pas de nouvelles dettes non plus. 200 000 roubles qui semblaient s'être évaporés dans le néant. Et voici ce qu'il est important de comprendre. Entre le moment où l'argent a disparu et celui où Lyudmila elle-même a disparu, il ne s'est écoulé que très peu de temps. Quelques semaines. D'abord la voiture incendiée, puis le crédit qui n'a mené nulle part. Et ensuite, la femme ne s'est tout simplement plus présentée au travail, et 4 jours plus tard, on la retrouvait à l'étang. Chacun de ces faits, pris isolément, pourrait ne rien signifier. Mais ensemble,
Ils dessinent un tableau bien précis. Et le premier chez qui les enquêteurs se sont rendus après la découverte, c'était Vassili. Les enquêteurs ont rapidement remonté jusqu'à Vassili. Il était la dernière personne avec qui Lyudmila avait été vue. Les voisins ont confirmé, le soir du 5 juillet, il était chez elle. Un suspect logique, la première et la plus évidente des pistes. Mais quand ils ont commencé à l'interroger, Vassili a réagi de manière inattendue, avec assurance, calmement, sans la moindre trace d'inquiétude. Sa version était courte et nette. On s'est séparés, on ne se parle plus depuis longtemps, je ne sais pas où elle est. Aucune hésitation, aucune contradiction, aucune nervosité. Un homme soupçonné d'être impliqué dans la disparition d'une femme avec qui il entretenait une relation répondait comme si on lui parlait de quelque chose qui ne le concernait absolument pas. Pour les enquêteurs, c'était inquiétant. Un tel sang-froid chez une personne ordinaire, dans une situation pareille, est inhabituel. Mais sur le plan formel, il était irréprochable. Ils s'étaient séparés, ça arrive. Ils ne se parlaient plus, c'était son droit. Il ne savait pas où elle était, et pourquoi devrait-il le savoir? Les enquêteurs ont enregistré sa déposition et ont poursuivi les investigations dans d'autres directions. Vassili est rentré chez lui, dans sa famille, auprès de sa femme, dans sa routine habituelle. Et à ce moment-là, ni les enquêteurs ni les proches de Lyudmila ne pouvaient imaginer que, quelques jours plus tard, cet homme calme et sûr de lui ferait quelque chose que personne n'attendait. La victime a été identifiée grâce à ses vêtements. L'expertise a confirmé « c'était Lyudmila Kourianova ». Les obsèques ont eu lieu au cimetière de Seversky. Cercueil fermé. Faire ses adieux normalement, voir le visage, embrasser le front, rien de tout cela n'a été possible. Le séjour dans l'eau n'avait pas laissé cette possibilité. Beaucoup de gens de l'usine où Lyudmila avait travaillé sont venus au cimetière. Pratiquement tout le monde la connaissait, d'anciens collègues, des comptables, des voisins, des connaissances du milieu du taxi, tout simplement des habitants de la ville. La petite ville de Polevskoï enterrait l'une des siennes. Igor et son frère cadet se tenaient devant la tombe en silence. À côté d'eux, leur grand-père. Il avait déjà plus de 80 ans. Il se tenait debout, appuyé sur sa canne, regardant le cercueil fermé, pensant probablement qu'aucun parent ne devrait survivre à ses enfants. Encore moins dans de telles circonstances, sans visage à voir, sans adieu, sans réponse à la question. Qui avait fait cela? À ce stade, l'affaire avançait officiellement. L'enquête travaillait, interrogeait, rassemblait des indices. Mais le principal suspect était en liberté. Vassili marchait dans les mêmes rues, circulait dans la même ville, vivait dans la même maison, en attendant ce qui devait mettre un point final. Les enquêteurs ont continué à travailler sur le cas de Vassili. Ils le convoquaient aux interrogatoires, posaient les mêmes questions sous différents angles, et à un moment donné, ce qu'ils attendaient s'est produit. Il a avoué. Il a dit « Oui, c'est moi ». Ce qu'il a dit exactement, quels détails il a fournis, ce qu'il a décrit. Les sources publiques ne le révèlent pas, mais le fait en lui-même a été consigné. Le suspect a reconnu son implication dans ce qui était arrivé à Lyudmila. Pour l'enquête, c'était une percée, le premier espoir que le système fonctionnerait, que le coupable répondrait de ses actes, que la justice qu'ils attendaient depuis ce jour devant le cercueil fermé arriverait enfin. Les aveux d'un suspect marquent généralement le début de la fin d'une enquête. Après cela, viennent les vérifications, les précisions, les expertises, le procès. Il ne restait apparemment qu'à franchir les étapes formelles et parvenir au verdict. Et c'est ici qu'il faut s'arrêter et dire une chose. Ce qui va suivre a bouleversé toute cette histoire, car Vassili avait droit à un appel téléphonique, et il en a fait usage. Il n'a appelé ni ses proches, ni sa femme, ni ses amis. Il a appelé un avocat. Après sa conversation avec l'avocat, Vassili a tout compris. Il n'existait aucune preuve directe le reliant au drame, ni trace biologique, ni enregistrement de caméra, ni témoin direct du moment des faits. Oui, la chaîne de la niche. Oui, il était chez elle le soir du 5. Oui, le voisin avait entendu une dispute. Mais tout cela, c'étaient des preuves circonstancielles. Aucune d'entre elles ne pointait directement, de manière formelle et irréfutable, vers le fait que c'était lui qui avait fait cela. Et Vassili fait un virage à 180 degrés. Rétractation totale de tous ses aveux. « Je n'ai rien dit, on m'a mis la pression. On m'a forcé, je suis innocent. »
Tout ce qu'il avait dit aux enquêteurs 1 heure plus tôt, effacé par un seul coup de fil à un avocat. L'aveu qui devait servir de fondement à l'accusation s'est transformé en rien. Sans preuve directe, l'affaire s'est retrouvée suspendue, dans l'impasse. Tout le monde comprenait qui avait fait cela. Le voisin l'avait vu devant la maison, la chaîne venait de sa cour. Le lien entre eux était évident. Et malgré tout, juridiquement, c'était insuffisant. Formellement, il n'y avait rien à quoi se raccrocher. Vassili est sorti du bureau, est monté dans sa voiture et est parti. Retrouver sa femme et sa vie habituelle. Et cette vie habituelle allait durer encore 13 ans. L'enquête a continué, mais sans preuve directe, il n'y avait nulle part où aller. Les proches de Lyudmila se sont tournés vers les médias, demandant à des témoins, n'importe qui, de se manifester. Ils publiaient ses photos, décrivaient les circonstances, donnaient leurs coordonnées. Personne n'a appelé. Personne ne s'est manifesté. Pas la moindre nouvelle piste. L'affaire a progressivement été classée aux archives, un dossier numéroté, une étagère. Et Vassili vivait. Il avait pris sa retraite, avait arrêté le taxi. La famille, sa femme. Ses fils ne connaissaient de lui qu'une chose. Un homme attentionné, travailleur, tout pour la maison, tout pour la famille. Des petits-enfants sont arrivés. Il s'en occupait. Il allait à la datcha, voyageait, menait une vie paisible dans cette petite ville tranquille. Les voisins le saluaient, les connaissances lui souriaient. Pour son entourage, il était ce grand-père type, calme, fiable, inoffensif. Mais à quelques rues de chez lui, au cimetière de Seversky, se trouvait la tombe de Lyudmila. Et chaque année, Igor et son frère venaient y déposer des fleurs. 13 ans de ce contraste, lui avec ses petits-enfants, elle dans sa tombe. Et au fil de ces années, ceux qui avaient attendu la justice le plus longtemps ont eux-mêmes disparu. Le père de Lyudmila, le grand-père d'Igor et de son frère. Il n'aura vu ni procès, ni mise en accusation, ni même un seul pas en avant. Il se tenait devant le cercueil fermé et, très probablement, croyait que le système fonctionnerait, que le coupable serait retrouvé. Les années passaient, rien ne changeait, et il est parti sans avoir jamais vu la justice rendue. Le voisin de Lyudmila, celui-là même qui faisait griller ses brochettes le soir du 5 juillet et qui avait entendu des voix élevées, est lui aussi décédé. Les années font leur œuvre, surtout dans les petites villes où les soins médicaux ne sont pas toujours à portée de main, où la distance jusqu'à l'hôpital se mesure en heures. Mais avant de partir, il a fait une chose qui allait s'avérer décisive. Il a livré un témoignage, détaillé, consigné, enregistré par les enquêteurs. Ce qu'il a exactement raconté n'est pas révélé dans les sources publiques, mais ce témoignage a été versé au dossier et y est resté. Un dossier numéroté, une étagère, les archives, et il semblait qu'il y resterait pendant des décennies. De simples papiers que plus personne n'ouvrirait. Au comité d'enquête de l'oblast de Sverdlovsk, la direction a changé, et le nouveau responsable a décidé de lire ce qui dormait dans ces dossiers. En 2025, la direction pour l'oblast de Sverdlovsk a changé. Le nouveau dirigeant serait le général Bogdan Franciszko, et l'une de ses premières décisions a été de donner l'ordre de rouvrir les affaires non élucidées des années passées, les réexaminer, les réévaluer, les vérifier à nouveau. Kourianova, 2012, Polevskoï, l'étang de Seversky, la découverte enchaînée. Les enquêteurs ont ouvert des dossiers qui n'avaient pas été touchés depuis des années, relu les procès-verbaux, les dépositions, les conclusions, et parmi tout cela, ils ont retrouvé ce fameux témoignage du voisin qu'il avait livré peu avant son décès. Ce qu'il a raconté n'est toujours pas divulgué, mais la nouvelle équipe a vu dans ce témoignage ce que les précédents n'avaient pas vu ou n'avaient pas pu exploiter. En 13 ans, beaucoup de choses avaient changé. Les technologies avaient considérablement progressé. Des expertises qui n'existaient tout simplement pas en 2012 étaient désormais disponibles et courantes. Ce qui était alors impossible à prouver n'était désormais plus qu'une question de temps et d'une seule expertise correctement ordonnée. Et l'enquête a ordonné cette expertise. Le comité d'enquête a ordonné une expertise complète. Les restes ont été réexaminés et comparés aux dossiers médicaux de Lyudmila, conservés dans les archives des hôpitaux et des cliniques. À l'époque, la technologie était bien moins précise et accessible. Tous les témoins encore en vie ont été réinterrogés. Collègues, proches, voisins. On a rassemblé tout ce qu'il était possible de retrouver après 13 ans. Ce que l'expertise a exactement révélé n'est pas divulgué.
L'enquête garde cette information confidentielle et c'est compréhensible. L'affaire n'est pas encore passée en jugement et une divulgation prématurée pourrait nuire à l'accusation. Mais les résultats se sont avérés suffisants pour faire ce qui n'avait pas pu être fait 13 ans plus tôt. Vassili avait alors 70 ans. Retraité depuis longtemps, entouré de sa famille. Les petits-enfants, la datcha, la télévision le soir, une vie tranquille. Et voilà que des hommes en uniforme se présentent à sa porte avec un mandat de mise en examen. Pendant 13 ans, il avait vécu comme si rien ne s'était passé. Et ces 13 années venaient de prendre fin. Vassili a été conduit au tribunal pour la décision sur sa mesure de détention. Et là, le spectacle a commencé. Un homme de 70 ans, qui la veille encore se promenait avec ses petits-enfants à la datcha, s'est soudain agrippé la poitrine. Il se sentait mal. Il ne pouvait plus se tenir debout, réclamait une assistance médicale. Le tribunal a évalué son état et a décidé de ne pas le placer en détention. Il a été remis en liberté sous contrôle judiciaire avec interdiction de quitter le territoire. Ses proches, sa femme, ses fils ont pris sa défense. Face aux caméras des journalistes, il répétait la même chose, un homme au cœur d'or. Tout pour sa famille, tout pour son foyer. Il n'est pas capable d'une telle chose. Et de l'autre côté de la salle, il y avait Igor, le fils aîné, qui avait attendu ce moment pendant 13 ans. Il était venu dans un seul but, regarder Vassili dans les yeux. Mais Vassili détournait le regard. Pas une seule fois durant toute l'audience il n'a regardé dans sa direction. Il n'a pas tourné la tête, n'a pas levé les yeux. Il n'a pas reconnu sa culpabilité. Sa position restait la même qu'il y a 13 ans. Innocent, pas impliqué, il ne sait rien. Actuellement, il prend connaissance des éléments du dossier, après quoi le procureur signera l'acte d'accusation et l'affaire sera enfin transmise au tribunal de Polevskoïe. Il a détourné le regard parce qu'il savait la question qui planait sur cette histoire depuis le début. Pourquoi ? Qu'est-ce qui a poussé un grand-père retraité de 70 ans à mettre fin à la vie d'une femme avec qui il entretenait une relation ? Si l'on rassemble tout ce que nous avons appris, le tableau commence à se dessiner. Premièrement, l'argent. 200 000 roubles de crédit que Lyudmila avait empruntés et qui ont disparu sans laisser de traces. On peut supposer que Vassili y était directement lié, qu'il les avait pris, soutirés, appropriés. Deuxièmement, la peur. Lyudmila connaissait son passé, ses antécédents judiciaires. Elle était devenue la seule personne capable de détruire sa vie de famille, de tout révéler à sa femme, à ses fils. Troisièmement, le contrôle. La voiture incendiée n'était probablement pas un accident. C'était très probablement un moyen de la priver de son indépendance, de la garder sous sa coupe. Mais Lyudmila ne s'est pas laissée abattre. Elle a contracté un crédit et comptait reprendre le taxi, et elle est devenue encore plus dangereuse pour lui. Elle en savait trop, et en même temps, elle ne dépendait plus de lui. Le soir du 5 juillet, la dispute entendue par le voisin a probablement été le point de non-retour. La peur d'être démasqué, la perte de contrôle, tout a convergé en une seule soirée. Il risque jusqu'à 15 ans de prison. L'affaire qui s'était tue pendant 13 ans va enfin parler devant le tribunal. Dites-nous ce que vous pensez de cette histoire dans les commentaires. Mettez un like, abonnez-vous à notre chaîne. À bientôt. Elle a simplement interdit de fréquenter ce garçon, un premier amour. La mère a dit non et ne s'est plus jamais réveillée. Janvier 2022, village de Yourevka, district de Pavlograd, oblast d'Omsk, -20 et quelques degrés, nuit profonde, silence absolu. Aux alentours de 2 heures du matin, on frappe à la porte d'une maison voisine. Pas timidement, désespérément, avec insistance, sans s'arrêter. Les voisins ouvrent. Sur le seuil, une jeune fille. À peine vêtue pour la saison, son frère cadet dans les bras. Tous deux sans manteau, tous deux transis de froid. Elle ne peut pas parler de manière cohérente, elle peine à retrouver son souffle, mais une chose, elle la répète encore et encore. Quelque chose de terrible s'est passé chez eux. La mère, le beau-père, la sœur cadette, tous restés à l'intérieur. Aucun n'a pu répondre. Les voisins font entrer les deux, les couvrent de couvertures. L'aîné répète la même chose. Un homme barbu, la quarantaine, peut-être la cinquantaine. Elle ne l'avait jamais vu. Elle s'est réveillée à cause du bruit, a attrapé son frère et s'est enfuie par la porte arrière. Elle n'a pas appelé, elle a simplement couru pieds nus dans la neige. Dans le village à cette heure, le vide. Ni lumière, ni mouvement.
juste le crissement de la neige et sa propre respiration dans le froid. La première patrouille est arrivée rapidement, et quand les policiers sont entrés dans la maison, c'était évident. Il était trop tard pour appeler les secours. Ce qu'ils ont découvert à l'intérieur a transformé un appel de routine en une affaire qui allait ébranler toute la région d'Omsk. La porte n'était pas verrouillée. Les policiers sont entrés immédiatement et ont compris que personne à l'intérieur n'attendait plus de secours. À côté d'elle, Roman, 38 ans, son compagnon. Tous deux présentèrent de multiples blessures. Aucun meuble renversé, aucune vaisselle brisée, pas la moindre trace de résistance. Ils n'ont même pas eu le temps de comprendre que quelqu'un se tenait à côté de leur lit. Dans la chambre voisine, une fillette de 10 ans, la plus jeune fille d'Alexandra, atteinte depuis la naissance d'une maladie du système locomoteur. Elle ne pouvait pas se lever sans aide, elle ne pouvait pas ramper jusqu'à la porte. On l'a retrouvée exactement là où elle était couchée avant de s'endormir. L'instrument, une lame industrielle utilisée dans l'abattage du bétail. Pas un ustensile de cuisine, pas un canif, un outil industriel utilisé dans les exploitations agricoles. Il n'y en avait pas dans la maison. Les occupants n'élevaient pas de bétail. On l'avait apporté de l'extérieur. Et ce détail, à lui seul, en a dit plus aux enquêteurs que n'importe quel témoignage. Ce n'était pas spontané. Quelqu'un s'était préparé à l'avance. 3 personnes dans une même maison, en une seule nuit, dans leur sommeil, sans la moindre chance, et les enfants de 6 et 14 ans ont survécu. Et pour l'instant, la seule chose sur laquelle l'enquête pouvait s'appuyer, c'était le récit de l'aîné. Un homme barbu d'environ 45 ans. Il a fait irruption, a frappé et a disparu dans la nuit. Les experts en criminalistique ont commencé l'examen des lieux et une équipe d'enquête supplémentaire a été appelée en urgence depuis Omsk. La maison a été mise sous scellé, le village bouclé. Elle a été interrogée la nuit même, en présence d'un psychologue, compte tenu de son état. Son récit n'a pas changé, le même inconnu, la même fuite avec son frère. Un seul détail s'est ajouté. L'homme était corpulent, il avait fait irruption par la porte arrière. Un portrait robot a été établi d'après sa description et des avis de recherche ont été diffusés dans tout le district, dans les villages voisins, au chef-lieu du district, dans les bulletins et les journaux locaux. Et ici, il est important de comprendre un détail. Yourevka se trouve non loin de la frontière avec le Kazakhstan. Une hypothèse a émergé. Cet homme pouvait venir de l'étranger, avoir traversé la frontière, fait ce qu'il avait fait, puis être reparti, volatilisé en territoire étranger. Et cela aurait expliqué plusieurs choses à la fois. Pourquoi personne ne le connaissait? Pourquoi il n'y avait ni trace ni témoin, à moins qu'il ne soit venu de la steppe? L'information a été transmise aux gardes-frontières. Les patrouilles ont commencé à ratisser les routes en direction de la frontière. Les gens se sont mis à verrouiller leurs portes, bien qu'auparavant, presque personne ne le faisait. Et voilà ce qui troublait les esprits. La famille était ordinaire, ni ennemie, ni dettes importantes, ni conflits. Et pourtant, 3 personnes en une seule nuit. Et celui qui avait fait cela semblait s'être volatilisé dans la steppe de janvier. Des maîtres chiens, des experts en criminalistique d'Omsk et des spécialistes de la direction générale sont arrivés au village. Pour une localité de quelques centaines d'habitants, une mobilisation sans précédent. Rien de tel ne s'était jamais produit ici. Les chiens ont parcouru le périmètre de la maison, la cour, les rues adjacentes, les abords du village. Et voici l'essentiel. Les chiens n'ont relevé aucune piste, ni à l'entrée, ni à la sortie, ni dans un rayon de plusieurs centaines de mètres. Rien qui n'indique la présence d'un étranger. On a interrogé les habitants un par un, maison par maison. Personne n'avait vu de véhicules inconnus, personne n'avait entendu de pas, personne n'avait remarqué d'inconnus. Ni le soir, ni la nuit, ni au petit matin. Pas de caméra dans le village, presque pas d'éclairage public. Mais même en tenant compte de cela, quelque chose aurait dû rester. Janvier. Neige fraîche, température négative. Les empreintes de pas dans la neige persistent pendant des heures, parfois des journées entières. Il n'y en avait aucune, ni trace de chaussures, ni empreinte de semelles, ni neige piétinée près de la clôture. Soit quelqu'un est entré qui savait ne pas toucher le sol, soit cette personne n'a tout simplement jamais existé.
L'opération de recherche s'est étendue sur plusieurs jours. Les sorties du district ont été bloquées, les fermes environnantes vérifiées, la police des villages voisins et du chef-lieu contacté. L'homme barbu d'environ 45 ans, décrit par l'aîné, n'a été retrouvé nulle part. Aucune correspondance avec le portrait robot. Et à partir de ce moment, l'enquête s'est retrouvée dans une impasse. Toutes les pistes menaient à rien et le seul témoin décrivait quelqu'un qui semblait ne pas exister. Alexandra avait passé la majeure partie de sa vie à Pavlogradka, le chef-lieu du même district. C'est là qu'elle avait eu son premier compagnon. C'est là que les aînés étaient nés. L'ancienne voisine, Nadejda Kotkova, se souviendra plus tard sans détour. Les occupants ne valaient pas grand-chose, ni potager, ni exploitation. Des excès de boisson avec le compagnon, la cour à l'abandon, envahie de mauvaises herbes, le désordre à l'intérieur. L'aîné a grandi exactement dans cet environnement, sans attention, sans chaleur, sans cadre de vie normal. Kotkova parlait sans accusation. Elle était pleine de rancœur. On la grondait, on criait, elle ne voyait ni tendresse, ni ce qu'on pourrait appeler une enfance normale. Et ce ne sont pas des suppositions. Ce sont les mots d'une femme qui a vécu à côté pendant plusieurs années et qui voyait tout par-dessus la clôture. À un moment donné, Alexandra a quitté son premier compagnon, a pris les 3 enfants et a déménagé à Yourevka. Là, Roman est apparu, un tout autre homme, travailleur, sobre, solide. Elena, l'amie d'Alexandra, dira plus tard que Roman élevait ses aînés comme les siens. Il ne faisait pas de différence, il les traitait tous de la même manière. La vie s'est réorganisée. La maison en ordre, une exploitation dans la cour, un quotidien stable, sans scène, sans beuverie, sans appels nocturnes. Pour Alexandra elle-même, c'était probablement la première période normale depuis bien longtemps. De toute sa vie, même si « normal » est ici un terme relatif. Au moment du déménagement, elle avait déjà environ 13 ans. L'essentiel de la formation de sa personnalité était derrière elle. Ce qui avait été ancré dans les premières années ne pouvait plus être réécrit. Yourevka, un village où tout le monde se connaît, où les nouvelles font le tour de chaque cour en 1 heure, où les étrangers se repèrent immédiatement. La famille s'est intégrée rapidement. Pour les habitants, rien de remarquable. Des gens ordinaires, une vie de village ordinaire. Sous le même toit, 3 enfants. L'aîné, 14 ans. La cadette, 10. Le benjamin, 6. Et c'est ici qu'il faut comprendre un détail important. La cadette était handicapée depuis sa naissance, une grave maladie du système locomoteur. Elle ne pouvait pas subvenir entièrement à ses propres besoins. Elle nécessitait des soins quotidiens constants, l'alimentation, l'hygiène, les déplacements dans la maison. Tout cela reposait sur Alexandra et en partie sur Roman. Mais dans la famille, tout le monde comprenait que lorsque les parents vieilliraient, cette charge retomberait inévitablement sur l'aîné. On ne le disait pas à voix haute chaque jour, mais c'était sous-entendu, comme dans toute famille confrontée à un tel diagnostic. L'aîné allait à l'école, menait une vie d'adolescente ordinaire, dans la mesure du possible, dans un endroit où il n'y a ni cinéma, ni centre commercial, ni café, les cours, de rares soirées dansantes au club du village et des discussions dans la rue. C'est dans cet environnement, dans ce petit monde clos, qu'est apparu dans sa vie quelqu'un qui allait tout changer. Pas en un jour, mais de manière irréversible. Il s'appelait Alexandre, 17 ans. Il avait déjà été fiché par la protection judiciaire de la jeunesse. Selon les témoignages de ceux qui le connaissaient, il pouvait basculer dans l'agressivité sans raison apparente. On avait remarqué chez lui des comportements cruels envers les animaux. Il maltraitait des chats, non pas par curiosité enfantine, mais de manière consciente et systématique. Pour ceux qui voyaient cela, il était un profil bien identifié, un adolescent difficile, un de ceux dont il vaut mieux se tenir éloigné, et dont il faut éloigner les siens. Pour l'adolescente de 14 ans, il était tout autre chose, le premier à lui porter attention, le premier à la choisir, elle. Après toute cette enfance sans tendresse, sans affection, sans le sentiment d'être importante pour quiconque, cette attention avait une toute autre résonance que pour n'importe quelle autre fille de son âge. Un amour d'adolescente, aveugle, absolu, ne souffrant aucune objection. Il venait la voir au début de temps en temps, puis de plus en plus souvent. Elena, l'amie de la mère, dira plus tard, ces derniers temps, ils venaient pratiquement tous les jours. Ils restaient ensemble 2 à 3 heures.
Et à ce stade, il est important de comprendre une chose. Il connaissait cette maison. Il savait où se trouvait chaque pièce, qui dormait où, la disposition des deux portes, celle de devant et celle de derrière. Il savait comment s'ouvrait la serrure. Il entrait librement, repartait librement. Pour la famille, il était simplement le copain de l'aîné. Un peu étrange, brusque, mais tolérable. Personne ne le percevait comme une menace, et personne ne se demandait pourquoi il observait les lieux avec autant d'attention, mémorisant chaque détail. Et c'est ici que les versions divergent, et cette divergence est fondamentale. Selon les éléments de l'enquête, la mère et le beau-père étaient opposés à la relation de leur fille avec Alexandre. Ils avaient interdit cette fréquentation catégoriquement, sans compromis. Le garçon avait 3 ans de plus, était fiché et avait une réputation d'agressif. N'importe quel parent normal se serait méfié. Mais Elena, l'amie d'Alexandra, affirme le contraire. Il n'y avait eu aucune interdiction. Roman prenait les choses calmement. Alexandra ne faisait pas de scène, pas de confrontation ouverte. 2 témoignages, 2 tableaux. L'enquête a retenu la première version, l'interdiction comme mobile. Mais même si la vérité était plus proche de la seconde, pour une adolescente, cela n'avait pas d'importance. Toute désapprobation à 14 ans est perçue comme une guerre. Un simple cote sonne comme cote 2. Les parents pouvaient simplement froncer les sourcils à son arrivée, échanger des regards. Et cela suffisait. En elle grandissait le sentiment d'un mur entre elle et celui qu'elle avait choisi. 2 adultes se dressaient, et ils n'avaient aucune intention de s'effacer. Le conflit n'était pas bruyant. Pas de scène, pas d'ultimatum, pas de porte claquée. Plutôt une résistance silencieuse et muette des 2 côtés. Mais c'est précisément cette pression qui, selon l'enquête, a déclenché le mécanisme. Un mécanisme sans retour. Il existe une autre hypothèse, et elle explique pourquoi les événements se sont accélérés précisément en hiver, précisément en janvier. Selon Elena, l'amie d'Alexandra, lors d'une soirée dansante locale, entre les 2 adolescents, les choses sont allées plus loin qu'une simple amitié. Elle avait 14 ans, lui, 17, dans un petit village où les murs ont des oreilles et où chaque nouvelle fait le tour de toutes les maisons. Si la mère l'avait appris, les conséquences auraient été bien plus graves qu'une simple dispute familiale, la différence d'âge, les limites fixées par la loi. Tout cela pouvait se terminer par un signalement aux autorités et de graves ennuis judiciaires pour Alexandre. Très probablement, ils en étaient tous les 2 conscients. La peur d'être découvert, concrète, quotidienne, palpable. Chaque conversation de la mère avec quelqu'un du village pouvait être le dernier jour de tranquillité. Chaque question « Où étais-tu hier soir ?» Une bombe à retardement. Et c'est ici qu'il faut comprendre. La logique adolescente fonctionne différemment de celle des adultes. Pas attendre que ça passe en espérant s'en sortir, mais régler le problème une fois pour toutes, pour ne plus jamais avoir peur. L'enquête a finalement réuni les 2 mobiles en un seul. L'interdiction de la relation et la peur que la mère découvre ce qui s'était passé à la soirée dansante. 2 adolescents, une peur commune et un plan qui, selon toute vraisemblance, a commencé à prendre forme exactement à ce moment-là. L'enquête établira plus tard un détail clé. L'aîné ne voulait pas de cet avenir, prendre soin de sa sœur toute sa vie, pas de manière abstraite, pas comme une peur lointaine et floue, mais de façon concrète et consciente. Elle percevait sa sœur comme une obligation. Et la cadette s'est retrouvée dans le plan. Pas par hasard, pas au dernier moment, pas par erreur. Dès le départ, elle n'est pas devenue une victime collatérale. Son sort a été planifié avec le même sang-froid, pas dans un élan, mais par calcul, des mois avant l'exécution du plan. La réponse se trouve très probablement dans cette même enfance que racontait la voisine Kotkova. L'empathie ne s'est pas développée parce qu'il n'y avait rien sur quoi la construire. La capacité de voir en l'autre un être vivant n'est pas innée. Elle se construit à travers l'attention et la bienveillance. Quand rien de tout cela n'a existé, quelque chose se brise dans les fondations. Les enquêteurs ont commencé à douter presque immédiatement, avant même que l'opération de recherche ne donne un résultat définitivement nul. Le récit de l'adolescente de 14 ans semblait cohérent au premier abord, mais sous un examen attentif, il ne résistait pas à la pression des faits. Premier point, la porte arrière. C'est par là que l'inconnu aurait fait irruption. La porte était ouverte, mais pas forcée.
Aucune trace d'effraction, aucun dommage à la serrure, aucun éclat sur le chambranle. Quelqu'un l'avait simplement laissé déverrouiller. Deuxième point, les traces à l'intérieur de la maison. Aucune empreinte qui n'appartiendrait pas aux membres de la famille ou à l'entourage proche. Un inconnu n'avait laissé ni empreinte digitale, ni trace de chaussures, ni trace biologique. Pour quelqu'un qui aurait fait irruption et infligé de multiples blessures à 3 personnes, une stérilité impossible. Troisième point, le comportement même de l'adolescente de 14 ans. Elle affirmait s'être réveillée à cause du bruit et avoir immédiatement pris la fuite avec son frère. Mais le frère dormait dans une autre partie de la maison. Elle aurait dû traverser la zone où, selon ses propres dires, se trouvait l'inconnu armé, et ce, en passant totalement inaperçu. Quatrième point, l'agresseur n'avait touché ni elle, ni le garçon de 6 ans. 2 des 5 occupants sont restés en vie, et tous 2 étaient liés entre eux, frères et sœurs. Chacun de ces détails, pris isolément, admettait encore une explication, mais réunis, ils composaient un tableau qui contredisait catégoriquement la déposition du témoin. Le fantôme n'a pas été retrouvé, ni au bout de 24 heures, ni de 48. Pas d'inconnu, pas de trace d'un étranger, tout pointait donc vers l'intérieur, vers quelqu'un du cercle proche. Alexandre est entré dans le viseur en premier. Un garçon de 17 ans, avec une réputation que tout le village connaissait. Le mobile était en surface, les parents contre la relation ou la peur des conséquences, ou les deux à la fois. Les moyens aussi étaient récompréhensibles. À ce stade, Alexandre pouvait être celui qui était entré, mais pas celui qui avait ouvert. L'enquête a commencé à travailler simultanément dans une autre direction. 48 heures s'étaient écoulées depuis la nuit du 22 janvier. L'adolescente de 14 ans a été interrogée à nouveau, formellement en tant que témoin, dans le strict respect de la procédure, en présence d'un psychologue et d'un représentant légal. Elle tenait bon, répétait la même histoire. L'homme barbu, le bruit, la fuite avec son frère dans les bras, les coups frappés à la porte des voisins, mais à chaque répétition apparaissaient de légers décalages. Dans le premier récit, elle s'était réveillée à cause d'un cri, dans le second, à cause d'un bruit sourd de coups. Dans le premier, elle avait couru immédiatement sans se retourner. Dans le second, elle avait d'abord jeté un coup d'œil dans le couloir avant d'aller chercher son frère. Pas des contradictions totales, mais des micro-fissures, celles qu'on ne remarque pas soi-même, mais que le procès-verbal consigne mot pour mot. On ne l'accusait pas, on n'élevait pas la voix, on posait les mêmes questions dans un ordre différent, sous des angles différents, et on consignait chaque mot, chaque minute. Parallèlement, on travaillait avec Alexandre. Il niait d'abord toute implication, affirmait qu'il était chez lui cette nuit-là, qu'il dormait, mais son alibi s'est effondré. On l'avait vu le soir du 21, mais après minuit, plus personne, ni proche, ni ami. 2 adolescents, 2 séries de déclarations, et dans les 2, des fissures qui s'élargissaient à chaque heure d'interrogatoire. L'enquête ne se pressait pas, elle attendait. Avec une telle pression des faits, le dénouement n'était qu'une question de temps. Le 3e jour, c'est Alexandre qui a parlé le premier. Il a commencé à raconter en détail, de manière chronologique, sans hystérie. Aux alentours de 2 heures du matin, il est arrivé à la maison par le côté du potager. La porte arrière était ouverte, comme convenu à l'avance. Il est entré silencieusement, en essayant de ne pas faire de bruit. Première chambre, celle des adultes. Il a porté les coups avec l'arme. Aucun des 2 n'a eu le temps de se réveiller complètement. Puis la chambre de la fillette de 10 ans. Elle ne pouvait pas résister, ne pouvait pas se lever de son lit, ne pouvait pas appeler à l'aide suffisamment fort pour que quelqu'un l'entende. Ensuite, il est ressorti par le même chemin, la cour arrière et le potager. Il s'est débarrassé de l'arme en chemin, à un endroit repéré à l'avance. Les vêtements sur lesquels des traces étaient restés, il les a cachés séparément. L'arme a été retrouvée, les vêtements aussi. Tout correspondait au tableau que les experts en criminalistique avaient relevé sur les lieux cette nuit-là. Mais dans son récit, il y avait un détail qui a renversé toute la construction. La porte avait été ouverte pour lui de l'intérieur. Et cette personne n'était pas un homme barbu de 45 ans. C'était cette même adolescente de 14 ans qui, 2 jours plus tôt, se tenait pieds nus sur le seuil de la maison voisine avec son frère dans les bras, criant hystériquement au sujet d'un inconnu armé. L'adolescente de 14 ans n'était pas la victime, n'était pas le témoin, n'était pas celle qui avait miraculeusement survécu. Elle était l'organisatrice. Le plan avait été préparé pendant des mois, pas 1 semaine, pas 2, plusieurs mois.
Les adolescents avaient discuté de chaque étape, comment cela se passerait, quand, dans quel ordre. Ils avaient réparti les rôles. Lui entre et fait ce qu'il faut. Elle savait que cette nuit-là, quelqu'un entrerait dans la maison, qu'on viendrait pour la mère, le beau-père, la petite sœur. Elle ne le savait pas seulement, elle le voulait. C'est elle qui avait insisté pour que sa sœur fasse partie du plan. C'est elle qui avait laissé la porte déverrouillée. C'est elle qui, ensuite, avait pris son frère de 6 ans et couru chez les voisins avec une histoire préparée à l'avance. Un homme barbu, entre 45 et 50 ans. Un acte décidé d'avance et exécuté de sang-froid. Le portrait robot d'une personne inexistante diffusé dans tout le district, les avis de recherche, les maîtres chiens, les experts en criminalistique d'Omsk, les spécialistes du comité d'enquête, tout cela avait été la réaction du système à une fiction. L'hystérie chez les voisins, partie du plan. Les pieds nus sur la neige de janvier, partie du plan. Le sauvetage du frère, pas un élan, mais un alibi. L'enquête est parvenue à la vérité en 48 heures. Mais le projet existait bien avant cette nuit-là. Les visites d'Alexandre, pas de simples rendez-vous, mais des reconnaissances. Où se trouve la serrure? Qui dort? Où? Combien de pas entre les chambres? La carte avait été établie bien avant le 22 janvier. L'enquête a reconstitué la chronologie du complot à partir des dépositions, des messages échangés et des preuves matérielles. 2 adolescents discutaient méthodiquement de l'enchaînement des actions, corrigeaient, précisaient, répartissaient les responsabilités. Alexandre avait trouvé l'arme à l'avance, l'avait prise chez un inconnu. Pas un objet pris au hasard dans un tiroir de cuisine. Un choix délibéré et conscient. Ensuite, prendre le frère et courir chez les voisins avec une histoire toute prête. Ils avaient décidé d'épargner le garçon de 6 ans. Pas par pitié, pas par attachement, pas par compassion. Il n'entrait tout simplement pas dans la catégorie de ceux qui gênaient. Il n'interdisait pas la relation, ne nécessitait pas de soins quotidiens, ne représentait pas de menaces pour l'avenir qu'il s'imaginait. Les gens se divisaient en 2 catégories, ceux qui se trouvaient sur le chemin et ceux qui n'y étaient pas. La mère était sur le chemin. Le beau-père était sur le chemin, la sœur était sur le chemin, le frère, non. C'est pourquoi le frère est resté en vie. Un calcul glacial, exécuté par 2 adolescents. Après qu'Alexandre eut tout raconté, les enquêteurs ont présenté les faits à l'adolescente de 14 ans. Elle a reconnu son implication, mais seulement en partie. Pas de remords, pas d'aveu sincère, pas de tentative de soulager sa conscience. Une confirmation forcée de ce qu'il était devenu inutile de nier. Oui, elle connaissait le plan, elle avait ouvert la porte. Mais le tableau complet de son propre rôle, les mois de planification, l'élaboration de la légende de l'inconnu, elle ne l'a pas révélé volontairement. L'enquête avait réuni suffisamment d'éléments même sans aveu complet. Les échanges de messages entre les adolescents, les déclarations probantes d'Alexandre, les preuves matérielles, l'arme, les vêtements portant des traces, la chronologie des actes reconstitués. Des mois de préparation consciente, une participation conjointe des 2 dans la planification et l'exécution. L'affaire a été qualifiée au maximum, fait commis sur 2 personnes ou plus, avec une cruauté particulière, par un groupe de personnes agissant de concert avec préméditation. Pour un adulte, une telle qualification aurait signifié la réclusion à perpétuité. Pour les mineurs, le plafond est limité par la loi. Maximum 10 ans. Pour 3 victimes. L'affaire a été transmise au tribunal. Le garçon, désormais âgé de 7 ans, vivait chez des proches, sans mère, sans beau-père, sans sa sœur. L'aîné attendait son procès, le garçon en détention provisoire. Tout ce qui restait de cette famille, un verdict qui n'avait pas encore été prononcé. En mars 2023, le tribunal a rendu son verdict. Alexandre, 6 ans et 7 mois dans une colonie pénitentiaire à régime ordinaire. L'adolescente de 14 ans, 6 ans et 6 mois dans une colonie éducative. 3 victimes en une seule nuit de janvier. Parmi elles, une fillette de 10 ans qui ne pouvait ni se lever, ni partir, ni se défendre, ni même appeler à l'aide suffisamment fort. Un acte planifié, préparé pendant des mois, et pour tout cela, moins de 7 ans chacun. Le tribunal a accordé au petit frère une indemnisation pour préjudice moral d'1 million de roubles. 1 million pour la mère, pour la sœur, pour le beau-père, pour tout ce qu'il avait et qu'il n'aura plus jamais. Au moment du prononcé du verdict, il avait eu 7 ans. Il vivait dans un cadre de vie étranger. Comprenait-il alors pleinement ce qui était arrivé à sa famille? On ne le sait pas. Mais un jour, il comprendra.
Il apprendra que sa sœur aînée a elle-même ouvert la porte à l'individu armé, qu'elle avait planifié cela pendant des mois. Le verdict a été prononcé dans la salle d'audience. Beaucoup pensaient que c'était le point final, l'affaire close, les coupables désignés. Quelle que soit la justice rendue, elle avait eu lieu. Mais l'histoire ne s'est pas arrêtée là, car 6 ans et demi dans le système, ce n'est pas toujours 6 ans et demi. Mais 2023, 2 mois après le verdict, la défense a fait appel des peines prononcées. La juridiction d'appel a examiné le dossier, entendu les arguments, et n'a pas alourdi la peine. Elle l'a allégée. 2 mois en moins pour l'adolescente de 14 ans, 1 mois en moins pour Alexandre. Soit 6 ans et 4 mois pour elle, 6 ans et demi pour lui. Pour 3 victimes, dont une fillette de 10 ans lourdement handicapée qui ne pouvait même pas se rendre seule dans sa chambre. Une différence d'1 ou 2 mois, des chiffres presque symboliques, mais la direction de l'appel n'allait pas vers le durcissement. Le système a fonctionné selon la procédure, a pris en compte l'âge des accusés, a pris en compte tout ce que la loi oblige à considérer, a appliqué les normes et a produit son résultat. Le frère de 7 ans est resté seul face à ce résultat. 1 million de roubles d'indemnisation, un chiffre dans un document judiciaire. Une partie de cette histoire. Tous deux condamnés, tous deux purgeant leur peine, on aurait cru la fin. Mais quelques mois plus tard, une nouvelle est arrivée de la colonie pénitentiaire. Moins de 6 mois après le verdict, Alexandre a signé un contrat avec le ministère de la Défense, de la colonie pénitentiaire vers le front. L'individu qui, avec une arme, avait mis fin à la vie de 3 personnes endormies a reçu un fusil d'assaut, un uniforme et un ticket vers la liberté. 6 ans et demi se sont transformés en quelques mois derrière les barreaux et une signature sur un contrat. Et ce n'est pas une exception, c'est un mécanisme en vigueur, accessible aux condamnés à travers tout le pays. Mais c'est précisément dans cette affaire, avec 3 victimes en une seule nuit, dont une enfant de 10 ans, que ce mécanisme devient insupportable à concevoir. L'organisatrice avait 14 ans au moment des faits. L'exécutant, 17. La peine, moins de 7 ans chacun. L'appel, l'allègement, puis un fusil d'assaut en guise de sortie. La sœur aînée, elle, reste en colonie éducative. L'homme barbu n'a jamais existé. Elle le savait depuis le début. Elle frappait à la porte non pas par peur, mais parce que c'était prévu dans le plan. Que pensez-vous de cette histoire? Écrivez-le en commentaire, mettez un like, abonnez-vous à notre chaîne. À bientôt. Le jeune homme de 18 ans était assis face à l'enquêteur, les mains posées à plat sur la table, le dos droit, la voix sans le moindre tremblement. La caméra de la salle d'interrogatoire enregistrait chacun de ses mouvements, et il n'y en avait presque aucun. À la question code 0, il a répondu sans pause, sans la moindre hésitation. Code 1. L'enquêteur a précisé. Avec une arme? Oui. Plusieurs coups? Oui. Elle avait 13 ans? Oui. Et à chaque question, un seul mot, sans remords, sans bravade, sur le ton neutre d'une personne qui raconte quelque chose d'étranger, de lointain, sans aucun rapport avec elle. Le procès-verbal se remplissait rapidement. Le suspect ne contestait aucun point, ne demandait pas d'avocat, ne réclamait pas de pause, ne pleurait pas. Il était orienté dans le temps et dans l'espace. Les aveux ont été obtenus dans les premières heures, et c'est un détail important parce qu'en général, à ce stade, l'affaire prend de la vitesse. Il y a des aveux, il y a l'arme, il y a le lieu. Tout ce qu'il faut pour avancer sans délai. Mais cet interrogatoire s'est retrouvé bloqué sur une seule question, que l'enquêteur a posée 3 fois, à chaque fois dans une formulation différente, avec une autre intonation en ménageant des pauses. La réponse ne changeait pas. La question était simple. Pourquoi l'homme qui venait de confirmer calmement chaque fait, chaque détail, chaque geste qu'il avait commis, s'est arrêté et n'a pas trouvé de réponse. C'est précisément le cœur de toute cette histoire. Il n'a pas dit « quote 8 ». Il n'a pas dit « c'est elle qui l'a cherché ». Il n'a pas essayé de rejeter la faute sur quelqu'un d'autre, ni sur les circonstances, ni sur l'alcool, ni sur le hasard. Le jeune homme de 18 ans a regardé l'enquêteur et a prononcé d'une voix posée « Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça ». Il est important de comprendre que ce n'était pas une ruse, ni une tentative de gagner du temps ou de brouiller le cours de l'enquête. Il répondait à tout avec précision et dans l'ordre, où exactement il se trouvait, ce qu'il tenait à la main, combien de fois il avait frappé et où.
Mais quand la conversation arrivait au « pourquoi », il s'arrêtait. Pas comme quelqu'un qui cache quelque chose et craint de se trahir par un mot de trop. Comme quelqu'un qui cherche en lui-même et ne trouve rien. L'enquête a consigné officiellement « le mobile n'a pas été établi d'après les déclarations du suspect ». Et c'est une rareté. Dans la plupart des affaires similaires, le mobile est évident dès les premières minutes. Ici, rien. Un vide à la place de la cause. Et ce vide n'est pas un détail en marge, ni une difficulté technique passagère de l'enquête. C'est la question centrale de toute l'investigation. Parce que lorsqu'un individu commet ce qu'il a commis et que lui-même ne peut pas expliquer pourquoi, cela effraie bien plus que n'importe quel mobile compréhensible. Toute cette vidéo est une tentative de trouver la réponse que l'enquêteur lui-même n'a pas pu obtenir. Mais pour chercher, il faut d'abord comprendre qui était Sonia et ce qui s'est passé dans le bourg de Kez. Kez est un bourg de type urbain au nord de l'Oudmourtie. Sa population dépasse à peine les 10 000 habitants. Une rue principale, quelques écoles, une gare ferroviaire qui est le principal employeur de toute la zone. Tout cela forme le portrait typique de ce genre d'endroit. Ici, tout le monde se connaît, pas seulement par le prénom, mais par la famille, le fils de qui, la fille de qui est ami avec qui habite où et ce qui se passe derrière la porte du voisin. Et les nouvelles circulent ici plus vite qu'Internet, par-dessus les clôtures, dans les cages d'escalier, aux caisses du supermarché Manit du coin. La nuit du 14 au 15 mars 2026, un vendredi, le froid de mars, les rues désertes. Probablement la lumière dans la plupart des fenêtres était déjà éteinte. Un bourg ouvrier se couche au rythme du réveil, sans promenade nocturne superflue. Mais dans une maison, la lumière ne s'éteignait pas. Une mère attendait. Sonia n'était pas rentrée pour la nuit. Son téléphone restait muet. Pour une grande ville, l'inquiétude classique des années adolescentes. Presque la norme du week-end. Pour Kez, c'est un signal d'un tout autre ordre. Ici, il n'y a nulle part où disparaître. Pas de boîte de nuit. Pas d'établissement ouvert 24 heures. Pas d'endroit où l'on peut se retrouver avec des inconnus. Si quelqu'un n'est pas chez lui après minuit, c'est que quelque chose s'est passé. Et la mère l'a compris immédiatement. Elle a probablement d'abord appelé les amis, les proches, les voisins, tous ceux qu'elle connaissait. Puis elle a composé le numéro qu'on compose en dernier dans ce genre de bourg. La police. Ceux qui connaissaient Sonia la décrivaient tous de la même façon. Positive, ouverte et avec du caractère. Ni effacée, ni renfermée. De celles qui font le premier pas pour aller se présenter. À l'école, elle avait une réputation bien établie. Elle savait se défendre. Ni bagarreuse, ni délinquante, simplement une personne qu'on n'intimidait pas, qui ne se taisait pas là où d'autres se seraient tus, et seraient passés leur chemin. Courageuse, c'est le mot que répétaient tous ceux qui parlaient d'elle. Elle avait beaucoup d'amis. Pas un petit groupe de 2 ou 3 personnes, mais un large cercle. On la connaissait. On l'aimait, on voulait passer du temps avec elle. Sa famille, sa mère, sa sœur aînée, son frère, son oncle, Artem Likomtsev, qui racontera plus tard à l'enquête sa propre version des faits. Cette version s'avérera cruciale pour la compréhension de l'ensemble du tableau. Une famille ordinaire, de bourg, solide. Sonia n'était pas une adolescente difficile, elle ne fuguait pas, ne se retrouvait pas dans des histoires. Tout ce que l'on sait d'elle dessine le portrait d'une vie normale, saine et heureuse. Dans ces bourgs, 13 ans, c'est l'âge où le monde semble compréhensible et sûr, surtout dans un endroit où tout le monde se connaît. Il y avait cependant quelque chose que seuls les plus proches savaient, une circonstance que la famille gardait à l'esprit et dont on ne parlait pas à voix haute devant les étrangers. Et c'est précisément cette circonstance qui jouera un rôle important. Depuis sa naissance, Sonia vivait avec une malformation cardiaque, un diagnostic si grave qu'on lui avait posé des valves artificielles, des opérations, un suivi médical permanent, des restrictions dont la plupart de ses camarades n'avaient aucune idée. Mais ceux qui la voyaient chaque jour, qui étaient à ses côtés, disaient tous la même chose, ça ne se voyait pas sur elle. Elle ne s'apitoyait pas sur son sort, ne se cachait pas derrière son diagnostic, ne restait pas chez elle au calme. Elle vivait comme s'il n'y avait aucune malformation, pleinement, à plein volume. Elle courait, se faisait des amis, riait, ne restait jamais en retrait par rapport à ses camarades. Elle rêvait de devenir vétérinaire ou médecin. Elle n'avait pas encore tranché définitivement sur l'orientation, mais elle sentait la direction. Elle aimait les animaux, pas de manière abstraite, mais concrètement.
Chez elle vivaient un chat, une chatte, un lapin, un cochon d'Inde, des hamsters, un véritable zoo dans un appartement de bourg. C'est très probablement sa propre expérience avec les médecins qui l'avait poussée vers ce rêve. Elle savait de l'intérieur ce que c'est quand ta vie dépend des mains et des décisions des autres. Ce que c'est que d'attendre de l'aide. Et il faut le souligner, ce cœur, qui selon tous les pronostics médicaux pouvait lâcher à tout moment, tenait bon, et Sonia avait survécu aux opérations, survécu à tout ce qui, statistiquement, aurait pu l'arrêter. Elle avait mis en doute les pronostics des médecins et continuait à vivre comme si elle avait encore beaucoup de temps et de projets devant elle. Mais ce n'est pas le cœur qui l'a arrêtée. La mère a appelé la police dans la nuit même. L'officier de permanence a enregistré la déclaration. Disparition d'une mineure. Dans un bourg de 10 000 habitants, ce genre d'appel est rare et on le traite ici différemment que dans une métropole où c'est la routine d'une permanence de nuit. La machine s'est mise en marche rapidement, le comité d'enquête a été mobilisé, le ministère de l'Intérieur également, les groupes de recherche se sont formés sans délai, les premières heures se sont probablement déroulées selon le protocole standard. Interrogatoire du cercle proche, vérification des derniers appels et messages sur le téléphone, recherche à partir du dernier lieu connu. Dans un petit bourg, chercher est plus facile qu'on ne le pense de l'extérieur. Il y a moins de caméras ici, mais bien plus de regards. Quelqu'un a vu, quelqu'un a entendu, quelqu'un sait exactement où elle est allée le soir et avec qui elle a parlé. Les enquêteurs ont travaillé toute la nuit et ils ont trouvé rapidement. On comptait en heures, pas en jours. C'est un détail important qu'il ne faut pas négliger. Dans la plupart des cas similaires, les recherches s'étirent sur des jours, des semaines, des mois. Les gens attendent, espèrent, gardent un espoir aussi longtemps que possible. Ici, ce ne fut pas le cas. Ce qu'on cherchait a été découvert dans le périmètre du bourg. Pas en périphérie, pas dans un bâtiment abandonné, pas dans un bois le long de la voie ferrée. Et le lieu où l'on a retrouvé Sonia a immédiatement changé toute la perspective, parce qu'il indiquait non seulement qui avait fait cela, mais aussi un autre participant. Un immeuble d'habitation ordinaire, un plan standard, des cloisons fines à travers lesquelles, dans le silence de la nuit, on entend tout ce qui se passe chez les voisins. L'appartement appartenait au jeune homme de 18 ans. C'est précisément là que, dans la nuit du 14 mars, cette tragédie s'est produite. Comme l'enquête l'établira par la suite, plusieurs coups portés avec un objet tranchant au niveau du cou et du torse. Pas un seul coup dans un état d'emportement instantané, mais plusieurs, et de manière délibérée. Et au moment des faits, le jeune homme de 18 ans se trouvait en état d'ébriété. Ce n'est pas une supposition, mais le résultat d'une expertise. En état d'ébriété, armé, dans son propre appartement, tard dans la nuit. La question qui se pose en premier et qui résonne le plus fort. Sonia est-elle venue ici de son propre gré? L'a-t-on amenée d'une manière ou d'une autre? Savait-elle où elle allait et chez qui exactement? L'enquête a reconstitué les réponses à cette question minute par minute, en interrogeant tous ceux qui avaient pu voir ou entendre quelque chose. Mais un détail a été connu presque immédiatement, et ce détail a bouleversé toute la perspective. Dans l'appartement de la rue Pouchkine, cette nuit-là, ils n'étaient pas 2. Ils étaient 3, et la 3e personne n'était pas un témoin fortuit qui se trouvait au mauvais endroit. Son rôle dans ce qui s'est passé, l'enquête devra l'établir séparément. Dans cet appartement se trouvait la petite amie du jeune homme de 18 ans, âgé de 16 ans. Pas dans la pièce d'à côté, pas derrière une porte fermée, pas dans le couloir. À côté, dans la même pièce, et elle voyait ce qui se passait. Elle voyait l'arme, Sonia, chaque geste, du début à la fin. Et elle n'a rien fait. Elle n'a pas crié, n'a pas essayé d'intervenir, n'a pas couru hors de l'appartement, n'a pas utilisé son téléphone, n'a pas appelé les voisins. 16 ans, un âge où l'on comprend parfaitement la différence entre une bagarre et ce qui se passait dans cette pièce cette nuit-là. Elle comprenait tout. Et elle est restée. L'enquête le consignera officiellement. Était présente, n'est pas intervenue. Ces 2 mots, juridiquement secs, humainement insoutenables, parce que « était présente » signifie qu'elle a entendu chaque son dans cet appartement, dans ce silence, et « quote 15 » signifie qu'elle a pris une décision. Consciente ou sous l'effet de la peur, c'est ce que l'enquête devra déterminer au cours de ses travaux ultérieurs. Mais le fait lui-même reste inchangé. Elle était à côté de Sonia au moment où celle-ci pouvait encore être sauvée, et elle n'a pas fait un seul geste dans cette direction.
Et il est important de ne pas se précipiter dans les jugements, parce qu'entre quote 16 et quote 17, il y a une différence considérable, et c'est précisément cette frontière que l'enquête devra établir. Cependant, le plus accablant dans cette histoire n'est pas ce qu'elle a vu, mais ce qu'elle a fait après. Sonia et la jeune fille de 16 ans avaient été amies autrefois, pas simplement des connaissances par le bourg, mais véritablement amies. Elles passaient du temps ensemble, se parlaient et faisaient partie du même cercle. Et l'écart de 3 ans, dans le monde adolescent, se ressent fortement, mais dans un petit bourg au cercle social limité, on se lie d'amitié non pas par tranche d'âge, mais par affinité et proximité de quartier. Environ 6 mois avant cette nuit-là, la communication avait cessé. Pas de dispute, pas de scandale, pas de rupture bruyante. Elles avaient simplement arrêté. Sonia s'était éloignée discrètement, sans explication, par le cercle extérieur. La raison fut connue plus tard par les récits des proches. La famille de Sonia savait quelque chose sur la jeune fille de 16 ans, quelque chose que les gens à l'école et dans le quartier ignoraient, suffisamment pour dire franchement et sans détour « reste loin d'elle ». Ce n'était pas un conseil parental abstrait du type « quote 18 », c'était un avertissement concret, fondé sur des faits précis que la famille connaissait personnellement. Sonia avait écouté. 6 mois sans appel, sans rencontre, sans soirées ensemble. Une rupture nette. Une décision consciente qu'elle maintenait avec constance. Et pendant 6 mois, elle avait vécu sa vie. L'école, les amis, les animaux, les rêves de futures professions. Et puis est arrivée la nuit du 14 mars et Sonia s'est retrouvée dans l'appartement où se trouvaient 2 personnes. Le jeune homme de 18 ans et celle avec qui on lui avait conseillé de ne plus avoir de contact. Ce qui s'est exactement passé entre 6 mois de silence et cette rencontre est l'un des points clés de toute l'enquête. La jeune fille de 16 ans avait des antécédents à la police. De notoriété publique, ce n'est ni un secret ni une rumeur. Le policier de secteur le savait, les voisins le savaient, les parents de ses camarades de classe le savaient. À Kèze, ce genre de choses ne se cache pas. C'est précisément pour cela que les proches de Sonia l'avaient avertie non pas de manière abstraite, mais en connaissance de l'histoire précise de cette famille et de cet ami en particulier. Des antécédents, ce n'est pas un casier judiciaire ni une peine, mais c'est un signal qui, dans un petit bourg, se lit instantanément. Cela signifie que quelqu'un ne suit pas le chemin habituel et tout le monde le sait. Sonia, ayant entendu l'avertissement, avait obéi. Et c'est important à comprendre car elle n'était pas une rebelle, elle n'ignorait pas sa famille. Elle avait pris une décision et s'y tenait avec constance. Mais dans la nuit du 14 mars, quelque chose a changé. Quelqu'un l'a appelée ou l'a fait appeler par un intermédiaire. Et Sonia, qui pendant 6 mois avait méthodiquement évité tout contact avec la jeune fille de 16 ans, s'est rendue dans l'appartement du jeune homme de 18 ans. De son plein gré, sans raison valable, elle ne serait pas venue. Cela contredit tout. Donc, il y avait soit un prétexte, soit une tromperie. Et la différence entre ces 2 options est fondamentale, et c'est précisément ce que l'enquête cherche à établir. Après ce qui s'est passé dans l'appartement, la jeune fille de 16 ans n'a pas appelé les secours, n'a pas composé le numéro de la police, n'a pas couru chez les voisins. Elle n'a rien fait de ce qu'une personne fait sous le coup de la panique et du choc. Elle est restée et a commencé à nettoyer. Avec le jeune homme, ils ont essuyé les traces au sol, méthodiquement, en silence, probablement dans un silence complet, si l'on accepte le bruit d'un chiffon mouillé. Puis ils ont enveloppé Sonia dans une housse de couette, du linge provenant de la même armoire, du même appartement. Une simple housse de couette qui, le matin même, aurait pu sécher sur le balcon comme si de rien n'était. Ensuite, ils l'ont transportée. Ils ne l'ont pas laissée dans l'appartement, ne l'ont pas sortie dans la rue à la vue de tous. Ils l'ont transportée dans un garage, mais pas un garage quelconque. Dans le garage de la mère de la jeune fille de 16 ans. Voilà le détail qui change tout. Elle n'a pas simplement aidé à effacer les traces, elle a utilisé sa propre famille comme cachette pour ce qui s'était passé. Sa mère, très probablement sans rien savoir de ce qui se passait, est devenue malgré elle un maillon de la chaîne. Le garage, dont la fille avait la clé, est devenu le dernier point du parcours. Elle a 16 ans. 1 an plus tôt, elle passait du temps avec Sonia dans le même bourg, dans la même bande, dans les mêmes rues, et elle a enveloppé et caché ce qui restait d'elle. Voilà ce que signifie réellement « n'est pas intervenu » dans cette histoire. Le nom du jeune homme de 18 ans n'est pas rendu public. L'enquête a classé cette information.
On sait peu de choses. Un habitant de Kayes, pas un étranger ni un individu de passage. Il a grandi ici, fréquenté les mêmes écoles, arpenté les mêmes rues, et on le connaissait comme on connaît tout le monde dans un bourg de 10 000 habitants. Il avait une caractéristique officielle, enclin au comportement antisocial. Et il est important de comprendre qu'une telle qualification ne s'obtient pas à partir d'un seul incident et n'apparaît pas soudainement. Elle s'accumule progressivement, à partir des bulletins scolaires, des rapports du policier de secteur, des plaintes des voisins, des incidents mineurs. Et 18 ans, c'est formellement un adulte, mais en réalité, une personne qui vient à peine de sortir de l'adolescence et qui possède déjà un profil avec lequel aucun employeur ne l'embauchera. Pas un casier judiciaire, mais un profil. C'est cette zone grise où beaucoup se perdent. Pas encore un délinquant sur le papier, mais déjà depuis longtemps un habitant pas tout à fait ordinaire avec une vie ordinaire. Et le système le voyait, le notait, cochait les cases, mais ne l'a pas arrêté. Jusqu'au 14 mars, il n'était qu'une ligne dans le rapport du policier de secteur, dérangeant mais habituel, l'un parmi tant d'autres. À partir de ce moment, il est devenu le principal mis en cause d'une affaire pénale qui a dépassé les frontières de Kayes. Le 16 mars, 2 jours après les faits, il a été officiellement mis en examen. L'affaire a été transférée au tribunal de Balesino, le plus proche tribunal de district, parce qu'à Kayes même il n'y a pas de tribunal, et qu'il se trouve à plusieurs dizaines de kilomètres par les routes de l'Oudmourti. L'audience s'est tenue rapidement. Le tribunal a ordonné la détention provisoire jusqu'au 14 mai 2026, 2 mois en maison d'arrêt jusqu'à la prochaine audience. Aucune possibilité d'en sortir avant cette décision. Les motifs de l'arrestation sont classiques, mais l'un d'entre eux se distingue particulièrement. L'enquête a explicitement indiqué que le suspect pourrait exercer des pressions sur les témoins, pas en théorie. Concrètement, il faut comprendre l'échelle. Dans un bourg où tout le monde vit dans un rayon de quelques rues, les témoins sont les voisins, les connaissances, les anciens camarades de classe, les parents à 2 poignées de main. La pression ici ne nécessite pas de menace. Un regard au supermarché suffit. Un mot transmis par des connaissances communes. Une simple présence dans la même rue au bon moment. Le tribunal en a tenu compte et a pris la seule décision possible. Les faits s'enchaînaient de manière évidente. Il y avait les aveux, l'arme, le lieu. La machine judiciaire fonctionnait rapidement et sans accroc dans ce type d'affaires. Mais un élément manquait toujours, le mobile. L'enquête continuait de chercher la cause et l'accusé répétait la même chose à chaque interrogatoire, cote 21. Le tableau ne changeait pas. Le jeune homme de 18 ans ne revenait pas sur ses déclarations, ne changeait pas de version, n'essayait pas d'adoucir ce qui avait déjà été dit. Oui, il était en état d'ébriété, il a pris une arme, il a frappé. Non, il ne peut pas l'expliquer. Il ne rejetait pas la responsabilité, ne disait pas quote 22. Aucune tentative de construire une justification. Les enquêteurs ont essayé différentes approches, chronologiques, émotionnelles, détaillées. Ils lui ont demandé de reconstituer la soirée minute par minute, ont cherché à savoir ce qu'il avait bu, avec qui il avait bu. Quand Sonia était arrivée, de quoi ils avaient parlé, s'il y avait eu un conflit, un prétexte, une tension, il répondait à tout, sauf à l'essentiel. Le moment où sa main s'est dirigée vers l'arme restait un vide, pas un trou de mémoire et pas une simulation d'amnésie. Les enquêteurs savent très bien distinguer l'un de l'autre. Il est fort probable qu'il ne comprenne pas lui-même ce qui a fait basculer son état. On est assis, on discute, et puis ce qui s'est passé ensuite. L'enquête a noté que l'alcool supprime les freins, mais ne crée pas une intention à partir de rien. Quelque chose a dû déclencher l'enchaînement. Un mot, un geste, un regard, un mouvement. Et s'il ne le sait pas lui-même, peut-être que la réponse la connaît celle qui était à côté dans la pièce. Elle, la version la plus simple et la première que l'enquête a envisagée. L'alcool combiné à une tendance au comportement antisocial documenté de longue date. Il a bu, a perdu le contrôle, a saisi une arme. Un accès de violence sans plan préalable, sans préméditation, sans objectif précis. Cela explique beaucoup de choses. L'absence de tentative de fuir avant l'arrivée de la police, la disposition à avouer dans les premières heures. Les personnes qui planifient à l'avance n'avouent généralement pas immédiatement et sans résistance. Les personnes submergées par une rage en état d'ébriété ne croient souvent pas elles-mêmes à ce qu'elles ont fait et ne comprennent pas comment c'est possible.
Cette version est recevable, mais elle a un point faible qu'on ne peut combler par rien. Elle n'explique pas pourquoi Sonia se trouvait dans cet appartement. Si c'est un accès spontané, alors Sonia est venue volontairement, de son plein gré, chez un homme dont elle avait cessé de fréquenter la petite amie. Elle est venue la nuit chez un jeune homme de 18 ans que le bourg ne connaissait pas sous son meilleur jour. Cela ne cadre pas avec le tableau d'ensemble. Elle n'était pas naïve et ne se laissait mener par personne au gré d'impulsions aléatoires. Pendant 6 mois, elle avait maintenu la distance, consciemment, sans rechute et sans raison de regretter sa décision. Et soudain, elle est venue d'elle-même, un vendredi soir, chez des gens de cette réputation. Cela signifie qu'on l'a appelée. Mais qui, comment et pourquoi, voilà la question qui mène à la version suivante. Artem Likomtsev, l'oncle de Sonia, a raconté à l'enquête sa version des faits. Selon lui, la jeune fille de 16 ans a attiré Sonia par la ruse. Elle avait imaginé un prétexte, probablement quelque chose comme quote 23 ou quote 24. Pour Sonia, qui avait maintenu cette distance pendant 6 mois, cela aurait été le seul motif valable pour venir. Une réconciliation, une conversation, un point final à cette histoire. Pas une fête, pas une rencontre fortuite, pas la rue, mais une invitation personnelle et précise de la part d'une ancienne amie qui demandait à se voir. Sonia était courageuse. Elle n'avait pas peur des gens, elle n'avait pas peur des conversations, elle n'avait pas peur de mettre les choses au clair quand elle le jugeait nécessaire. Elle s'est probablement dit « ce n'est rien de grave, j'y vais, on parle, on s'explique ». C'est précisément ce courage qui, cette fois-là, est devenu une vulnérabilité. Une personne prudente aurait refusé sans hésiter. Une personne anxieuse aurait rappelé sa mère pour demander conseil. Sonia y est allée parce qu'elle n'avait pas l'habitude d'avoir peur. La version de l'oncle n'a pas été officiellement confirmée par l'enquête. Elle reste la version d'un proche parent. Mais elle a une logique qu'on ne peut pas simplement écarter. 6 mois de silence, puis une rencontre soudaine. Quelqu'un a dû tendre la main en premier et initier le contact. Et si c'est l'ami qui l'a fait, alors se pose une question qui change toute la configuration de l'affaire. Savait-elle à l'avance comment cela allait se terminer? Ou a-t-elle simplement invité Sonia et ce qui s'est produit l'a-t-il prise au dépourvu? La jeune fille de 16 ans continue de marcher dans les mêmes rues. Et l'enquête la poursuit sur un seul chef, Russell. Elle était présente lors de ce qui s'est passé dans l'appartement. Elle a nettoyé les traces, a aidé à envelopper et à transporter. Elle a fourni le garage de sa propre mère comme lieu de dissimulation. Et pour tout cela, elle est poursuivie pour Russell. Il faut noter que la peine maximale encourue sur ce chef est de 2 ans. Et 2 ans pour ce qu'elle a fait cette nuit-là méthodiquement, étape par étape. C'est là qu'apparaît une rupture que ressent quiconque se penche sur cette affaire. Ces actes ne relèvent pas du silence passif ni de l'inaction due à la peur et à la confusion. C'est une participation active à la dissimulation, séquentielle, en plusieurs étapes, nécessitant des efforts physiques concrets. Et pourtant, l'enquête n'envisage pas pour l'instant son rôle au-delà de cela. Soit il n'y a effectivement pas de fondement, soit les preuves sont insuffisantes pour une qualification plus lourde. La qualification peut changer à tout moment, et dans la pratique de ce type d'affaires, cela arrive. Mais pour l'instant, elle marche dans les mêmes rues de Kez, passe devant la maison de Sonia, devant l'école où tout le monde les connaissait toutes les deux. Le chef de la direction du comité d'enquête de l'Oudmourti, Anatoly Tougouchev, a pris l'affaire sous son contrôle personnel. Ce n'est pas une décision ordinaire. Le responsable de l'appareil d'enquête régional supervise personnellement le déroulement de l'investigation. Chaque rapport passe par lui, sur son bureau. Chaque décision procédurale est sous son regard direct. Mais cela ne s'est pas arrêté là. Alexandre Bastrykine, le chef du comité d'enquête de tout le pays, a exigé un rapport sur cette affaire. Un bourg au nord de l'Oudmourti, et on en rend compte au premier responsable de l'organe fédéral d'enquête du pays. C'est une dimension qui en dit long. Soit l'affaire est plus complexe qu'il n'y paraît en surface, soit le retentissement public a atteint un niveau qu'il est impossible d'ignorer et de faire comme si tout suivait son cours normal, soit les deux à la fois. Quand Bastrykine demande un rapport, c'est un signal pour toute la hiérarchie. Il ne doit y avoir aucune erreur. Chaque expertise est sous contrôle, chaque interrogatoire suit le protocole, chaque décision procédurale est motivée. La pression d'en haut ne garantit pas la justice, c'est important de le comprendre. À Kez, personne ne dormait.
La nouvelle s'est répandue dans les premières 24 heures, pas par les médias officiels ni par les chaînes Telegram, mais par les gens. Le bouche à oreille, dans un bourg de 10 000 habitants, fonctionne instantanément et sans défaillance. Au matin du 15 mars, tout le monde savait ce qui s'était passé, avec qui et où se trouvait exactement le garage où tout avait été transporté. Sous l'hommage à Sonia sur les réseaux sociaux, des centaines de commentaires. Pas de la part d'inconnus sur Internet, mais de personnes qui la connaissaient personnellement. Des camarades de classe, des voisins, des parents, des amis, des enseignants qui la voyaient chaque semaine. Et un commentaire sur 2 disait « cote 25, cote 26, cote 27 ». Mais ils ne connaissaient pas que Sonia. Ils connaissaient aussi le jeune homme de 18 ans, sa famille, son histoire, sa réputation dans le bourg. Ils connaissaient la jeune fille de 16 ans, ses antécédents et sa bande. Et ils connaissaient sa mère, dont le garage était devenu le dernier point du parcours. Dans une grande ville, un tel drame reste lointain. Les victimes, les suspects, les témoins existent comme des noms dans un procès-verbal, comme des destins étrangers sur un écran de journal télévisé. Ici, chaque visage est familier. Sonia, c'est la fille des voisins. Celui qui a fait ça, c'est le gars de l'immeuble d'en face. Celle qui a aidé à dissimuler, c'est l'ancienne amie. Tout au long de cette vidéo, nous avons cherché la réponse à la question quote 28. Elle n'a jamais été prononcée, ni lors des interrogatoires, ni au tribunal, ni dans les documents officiels. Il est temps de regarder la vérité en face. Nous savons tout, sauf l'essentiel. Nous savons qui. Un jeune homme de 18 ans de Kèze avec une tendance au comportement antisocial. Nous savons où, l'appartement. Nous savons comment, plusieurs coups, et une ancienne amie qui, méthodiquement, étape par étape, a effacé les traces. Nous savons quand, le 14 mars. Nous ne savons pas pourquoi. Et la version de l'accès en état d'ébriété n'explique pas comment Sonia s'est retrouvée dans cet appartement. La version de l'attirance par la ruse n'est pas confirmée par l'enquête. Lui-même dit « quote 29 ». Et peut-être que c'est la vérité. Peut-être que le mobile n'existe pas, non pas dans le sens où il est caché ou pas encore découvert par l'enquête, mais dans le sens où il n'a tout simplement jamais existé. Pas de cause, pas de plan, pas d'objectif. Une nuit arrosée, une arme dans la cuisine et un individu à qui une seule impulsion a suffi. C'est plus effrayant que n'importe quel mobile, parce qu'un mobile, on peut s'en protéger, on peut le prévoir, on peut l'éviter, mais pas le hasard. Non. Ce qui fait le plus peur ici, ce n'est pas le fait lui-même, mais le fait que personne ne sait pourquoi. Sofia Likomtseva, 19 septembre 2012 à 14 mars 2026, rêvait de soigner les animaux, savait se défendre, n'avait peur de rien, et elle avait 13 ans. Qu'en pensez-vous? Écrivez-le en commentaire, abonnez-vous à notre chaîne, laissez un like. À bientôt.